avec Alain Prost et Damon Hill. Deuxième ligne, entièrement Benetton Ford, avec Michael Schumacher et Ricardo Patrese. Troisième ligne, entièrement Ferrari, avec Gerhard Berger et Jean Alesi. Quatrième ligne, Martin Brundle et Ayrton Senna. Cinquième ligne, Karl Wendlinger et Mark Blundell. Sixième ligne, Gigi Leto et Michael Andretti. Septième ligne, Eric Comas et Rubens Barrichello. Huitième ligne, Philippe Alliot et Aguri Suzuki. Neuvième ligne, Christian Fittipaldi et Derek Warwick. Dixième ligne, Andrea De Cesaris et Johnny Herbert. Onzième ligne, Alessandro Zanardi et Ukyo Katayama. Douzième ligne, Fabrizio Barbazza et Thierry Boutsen. 13e ligne, Luca Badoer, non qualifié, Michele Alboreto. Bienvenue dans la belle province, celle du Québec. Bienvenue dans la ville la plus sympa du monde, celle de Montréal, où il fait d'ailleurs, et pour vous prouver que c'est très sympa, et dommage pour vous si en France il paraît qu'il fait pas très beau, ici il fait 35 degrés. Heureusement nous sommes un tout petit peu rafraîchis par le divin Saint-Laurent qui coule juste derrière nous. Et bienvenue dans la cabine de commentateurs la plus sympa du monde, avec Jean-Louis Moncey et Éric Bernard. Oui, bonjour Jean-Louis, bonjour Eric. Alors les quelques chiffres de ce Grand Prix, c'est la 539e épreuve du championnat du monde, la 7e manche de ce championnat 93 et bientôt la mi-saison. On part ici pour 69 tours de 4 km 430 au tour, soit un Grand Prix du Canada long de 305 km et 670 mètres. Et puis un autre chiffre, vous l'avez dit Jean-Louis, près de 35 degrés à l'ombre. Alors Eric Bernard, tout de suite une question. On a vu Alain Prost et des pilotes en train de commencer à se rafraîchir avant de monter dans la voiture. Les conditions de conduite dans une température pareille. C'est très difficile, d'autant plus au Canada qui est un circuit qui est très exigeant sur la consommation d'essence, et donc les voitures partent avec un plein complètement à ras-bord sur les voitures, et je crois que ce sera une gestion très délicate, d'autant plus que cette année avec les petits pneus étroits on est néanmoins en pneus C, c'est-à-dire les pneus tendres, donc beaucoup d'essence, pneus tendres, beaucoup de freinage, et donc par conséquent ça sera très difficile. Alors que l'on voit ici à l'envers bien entendu sur l'écran ce qui est écrit sur la piste Salut Gilles, en hommage au grand Gilles Villeneuve dont nous avons vu tout à l'heure le fils Jacques Villeneuve qui a gagné la course de Formule Atlantique hier. Éric Bernard, toujours la température, le pilote maintenant. C'est très exigeant, la conduite d'une Formule 1 est très exigeante sur le plan physique, on l'a souvent rappelé, et d'autant plus exigeante dans des conditions comme celle-ci où le cockpit est une véritable fournaise, fournaise par le fait du moteur qui est situé juste derrière le pilote et qui apporte beaucoup de température dans ce cockpit fermé, qui est complètement fermé à l'air extérieur, et donc il règne une température catastrophique. Alors oui, Jean-Louis Bernardelli nous parlait du Saint-Laurent tout à l'heure, on l'a entreaperçu en même temps que les quelques bassins olympiques qui bordent de cette île ici à Montréal. Bassin olympique où, si ma mémoire est bonne, on pratiquait l'aviron. On le pratique toujours d'ailleurs, mais on sait que le canoë et tout ce qui avance sur l'eau d'une façon générale au Québec, on adore ça. Alors au Québec, on adore aussi le beau temps, ça on vous l'a dit. Il y a même un commentateur de radio qui ce matin a dit « Bonjour, il fait 30 degrés, c'est normal, l'été c'est aujourd'hui ». Bon, parce que vous savez, les saisons ici, ça passe relativement vite. Alors ce Grand Prix, donc, qui va faire, Jean-Louis, 69 tours. Oui. Apparemment, les pilotes n'ont pas été très disers sur les changements de gomme. Ça veut dire qu'il va y en avoir, mais qu'ils ne veulent pas dire quand, en fait. Oui, exactement. Ça va dépendre, bien sûr, comme le disait Eric, de la gestion de la course et surtout du début de course avec la voiture et le plein d'essence. Rappelez-vous que dans Automoto ce matin, Jean Alesi nous a dit que c'est le Grand Prix du Canada qui dictait le volume du réservoir d'essence sur une voiture. Donc le plein, c'est entre 200 et 220 litres. Et je crois, Eric, que vous l'avez dit en début de course, extrêmement compliqué pour pas fatiguer la mécanique. Alors, ce que je veux vous rappeler également comme chiffre, eh bien, on l'a entreaperçu tout à l'heure, en signant sa 7e pole position cette année, Alain Prost
Prost a battu ou s'est acquis un nouveau record, 7 pole positions successives dans la même saison. Senna est à 6 et Mansell est également à 6. Et puis pour parler de Mansell, je veux également souligner que le Grand Prix du Canada est toujours un Grand Prix à surprise. Rappelez-vous ici Mansell qui sort sur un dépassement l'an passé très tangent avec Senna. Rappelez-vous Mansell qui oublie de faire marcher sa boîte de vitesse à sélection semi-automatique, qui cale, et c'est Nelson Piquet qui gagne dans les derniers 800 mètres de ce Grand Prix. Ça, je crois que c'était en 91. Alors les moteurs viennent d'être démarrés, on va donc s'élancer pour le premier tour qui ne compte pas bien entendu dans les tours de course. Simplement un chiffre encore, Jean-Louis, on a fait faire, vous vous en souvenez, un classement des 16 circuits de Grand Prix par ordre de préférence, c'est le classement de Prost, et le circuit de Montréal est classé en 9e position. Alors que Michael Andretti n'a pas démarré de son emplacement, je le vois moi de la fenêtre de notre cabine de commentaires, et que par conséquent il sera obligé, le voici Michael Andretti, il sera obligé s'il démarre maintenant, et je le lui souhaite, de prendre le départ en fin de grille, car vous n'avez pas le droit de dépasser pendant le tour de mise en place définitif de la grille de départ. Et puis gare au feu rouge et au feu vert au départ de ce Grand Prix du Canada. Vous connaissez le tarif? C'est 10 secondes. Alors 10 secondes, c'est ici à la sortie des stands. Vous voyez, le petit tableau est déjà prêt avec le chiffre 10 pour indiquer au pilote qu'il doit s'arrêter, rester immobile 10 secondes avant de repartir. C'est la pénalité prévue, celle qui a coûté si cher à Alain Prost à Monaco il y a 3 semaines. Alors, des nouvelles de Michael Andretti, eh bien, il est toujours arrêté et on a toujours des difficultés à faire démarrer sa voiture. Et je crois que, tiens, ben, on pousse la voiture. Alors ici, une voiture qui marche pas, on dit un hostage. Voilà. Oui, ça c'est ce qui est un juron. Alors, il faut maintenant, comme le règlement l'exige, pousser cette voiture le long du muret des stands jusqu'à la sortie des stands. Là, essayer de faire démarrer la voiture et elle prendra le départ derrière tout le monde, naturellement. Je pense à Michael Andretti, je pense à son état d'esprit, Eric, car ici c'est presque son Grand Prix. Il y a énormément d'Américains qui sont venus courir, le voir courir, pardon, de Détroit. Paul Newman lui-même est venu l'encourager. On est dans un drôle d'état d'esprit quand ça arrive, ça. Hein. Oui, d'autant plus que Michael avait fait de superbes qualifs. Il était très proche des temps d'Ayrton Senna et c'est fort regrettable. Je vais vous le dire, 4 dixièmes exactement, et il était surtout heureux de cela. Michael, c'était la première fois qu'il était si proche de son leader, le Brésilien, triple champion du monde. Alors on va essayer, je pense notre réalisateur canadien va essayer de rejoindre le tour de formation, ou à moins que... Oui, c'est intéressant comme image. Alors vous êtes en ce moment sur l'image du circuit où il ne se passe rien, absolument rien. En revanche, monsieur le réalisateur, un tout petit peu plus loin, vous avancez d'une borne et demie, la caméra 6 ou 7, et vous allez voir des voitures, des Formule 1, youpi! Alors voilà. Prost qui rejoint son emplacement sur la grille de départ. Vous voyez où se trouve la pole position. On recule Michael Andretti vers le stand McLaren et là on n'a pas de chance parce que c'est celui qui est complètement à l'autre bout des stands, alors que voilà la grille telle qu'elle est installée. Et on va voir si on voit le feu rouge d'ici. En tout cas, derrière, il doit y avoir un préposé au drapeau vert qui agite ce drapeau vert. Si tout le monde est prêt, voilà, enfin, le réalisateur a enfin compris l'image qu'il nous fallait. Que ça part dans ce sens-là, oui. Mais bon, merci de le faire. Ça part bien dans ce sens-là. Chacun se range. Le préposé au drapeau vert va passer derrière, là-bas, le voici, c'est l'homme en blanc. À partir de cela, il y aura le rouge. À droite de votre écran, Alain Prost. À gauche, Damon Hill sur votre écran. Et derrière, les Benetton. C'est parti un peu en vrac. Jean Alesi, très très beau départ. Il l'avait promis, il l'a fait. Et il est 3e. Extraordinaire. Un petit coup dans l'herbe là pour la Williams de tête. Pas de... C'est un petit peu serré. On est parti avant qu'on sache qu'apparemment il ne s'était rien passé. Oh là, ça sert entre Senna et Schumacher. Ça ne lâche pas prise. Ça ne lâche toujours pas prise. Mon vieux, ça sera très 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 tendu. Oui, oui, ça y est, bien sûr, bien sûr. Ça y est, ils sont en ligne enfin, et c'est Senna qui n'a pas lâché, qui est monté sur le trottoir, qui a tenu le coup. Les deux Williams, Renault, les deux Ferrari, et puis ça doit être Martin Brundle, vu de si loin. Qui a commencé par allumer ses freins effectivement au 3e virage, qui n'est pas bon signe pour l'état de ses pneus à l'avenir, mais enfin. Et on est à bord d'une Benetton Ford, alors que je crois que c'est Gerhard Berger qui est mieux parti que Jean Alesi, et on le verra dans quelques
22 secondes. Ici, Michael Schumacher qui appuie déjà sur son volant. Regardez bien cet écran là-bas, géant. Là-dessus, les pilotes peuvent contrôler leur position alors que ça freine partout. Attention avec Senna à l'épingle, à l'extérieur. Oh, c'est chaud. C'est chaud. Là, qui est en train effectivement de se battre avec les Ferrari. Voilà, et effectivement, oh là là, bah, effectivement, non, c'est pas passé. C'est pas passé, il valait mieux qu'effectivement les deux. Quel duel époustouflant alors que Damon Hill est en tête devant Alain Prost et on va avoir ici sous nos yeux le premier passage. Damon Hill en tête, Alain Prost. Berger, Senna, on est à bord de la McLaren de Senna. Et tant de trucs qui volent sous les pneus. Il y a des bouts de trucs sur la piste. Déjà des visières. Damon Hill en tête, devant Prost, Berger, 3e, Senna, 4e, 5e, Alesi, 6e, Patrese, 7e, Schumacher, 8e, Brundle, 9e, Wendlinger, 10e, Blundell sur la Ligier Renault. Alors Senna en attaque sur Berger maintenant. On vous l'a dit ce matin dans Automoto, on vous a présenté tout le circuit. C'est un circuit effectivement extrêmement athlétique. Bah là vous en avez franchement la démonstration parce qu'il n'y a pas beaucoup de repos là, Eric Bernard. C'est un circuit où on se bat partout finalement, avec les autres et avec la voiture. Oui, c'est un circuit où il n'y a absolument aucun temps de répit et vraiment ça enchaîne de virage en virage. Et avec le plein d'essence, la voiture a beaucoup de mal à freiner, beaucoup de mal à rester sur la piste. Elle talonne très fort, on le voit sur les suspensions. Et Senna vient de passer Berger, oui c'est clair, par l'intérieur, 3e Senna maintenant. Eh bien Senna, il avait bien caché son jeu. Oui, Pierre Manville dans les stands. Et si Senna fait un début de course sensationnel, son équipier Michael Andretti malheureusement est toujours immobilisé au stand. Sa voiture est paralysée par une panne électronique. Il va partir avec 2 ou 3 tours de retard alors que Derek Warwick s'est également arrêté à la fin du premier tour. Merci Pierre. Et on assiste là à un formidable exploit de Ayrton Senna qui a remonté en quelques mètres, en quelques kilomètres exactement, un tour et demi. Il était en 8e position Ayrton et le voilà maintenant qui se promène en 3e place et il n'est pas loin d'Alain Prost du tout. En tête toujours Damon Hill devant Prost. Senna est en 3e position et là on assiste voilà à ce formidable duel qui a opposé d'abord Senna et Alesi, puis ici Senna et Berger dans cette épingle du circuit Gilles Villeneuve, à l'autre bout là-bas du circuit Gilles Villeneuve à Montréal. Vous avez vu le clin d'œil, la réduction d'image de nos amis canadiens, c'est le dessous d'une Formule 1, c'est très chic, on aime bien, en tout cas c'est très original. Alors du coup, les deux Williams de tête. Eh oui, du coup bien Prost est obligé bien de se rapprocher de Damon Hill. Senna pour l'instant derrière Prost à 3 secondes et demie à l'issue du 2e tour. Nous sommes là dans le 3e tour. Alors, donc, Damon Hill devant Alain Prost. On va peut-être quitter quelques très brefs instants le circuit Gilles Villeneuve pour la pub et on vous retrouve bien sûr tout de suite. Le 4e tour de ce Grand Prix du Canada, alors que les deux Williams Renault de Hill et de Prost sont toujours en tête roue dans roue, mais derrière ça se bat entre les deux Ferrari et les deux Benetton Ford, Alesi, Schumacher, Patrese, tout cela dans un mouchoir, c'est extrêmement chaud. Et je veux rappeler à ceux de nos téléspectateurs qui prennent l'antenne maintenant qu'au cours du premier tour de course, eh bien Senna est passé de la 8e à la 3e place après pratiquement 3 km côte à côte avec Jean Alesi sur l'ensemble de ce circuit. Ça a été, je crois, l'un des plus beaux duels de l'histoire de ce Grand Prix du Canada. Pour l'instant, c'était formidable. Et on revient sur la course en tête avec Damon Hill, toujours devant, Alain Prost, toujours calme derrière, avec quoi, une demi-seconde de retard. À mon avis, là, Eric, Alain est en train de calquer sa course en attendant de voir venir. Je pense qu'il joue la prudence, il laisse les quelques premiers tours avec le plein se passer, et il préserve ses pneumatiques, ses freins, et je crois qu'il sait très bien le faire, il connaît parfaitement les tactiques et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire. Alors les écarts sur ce 5e tour de course, 5 dixièmes entre Damon Hill et Alain Prost. Senna est à 3 secondes et demie de Prost, Berger un peu plus loin, mais Berger il a derrière lui Schumacher, Alesi, Patrese et Brundle. Et tout ce beau monde roue dans roue. Il y a Wendlinger un peu plus loin à 1 seconde, mais 1 seconde, qu'est-ce que c'est? Et Blundell est à 1 seconde 4 lui aussi. Vous voyez que le groupe de chasse est compact. Senna, lui, est toujours en 3e position. Et voici le cavalier, le solo des deux Williams Renault pour l'instant.
Ah oui, Cavalier complètement seul. Alors il y a un truc qui est étonnant, c'est l'attitude de Berger qui a pris un départ relativement fort, généreux. Bon, qui effectivement s'est battu un peu avec tout le monde, qui est devant Jean Alesi en ce moment. Est-ce qu'il faut faire le rapprochement avec le fait qu'on a peut-être annoncé Senna chez Ferrari l'an prochain et donc il faut absolument déjà se montrer meilleur que l'autre, ou bien est-ce que c'est seulement parce que Berger se souvient qu'il a gagné ici et que c'est son circuit, quoi? C'est peut-être un peu tout ça en même temps, Jean-Louis Bernardelli, mais de toute façon il y a des moments dans la carrière d'un pilote, nous y reviendrons avec Eric Bernard qui est à nos côtés, il y a des moments où il faut vraiment être décisif, je dirais même absolument déterminé, n'est-ce pas Eric? Oui, tout à fait. D'ailleurs, Alain vient de passer Damon Hill dans un freinage qui est effectivement sans parade. On ne peut absolument rien faire parce que c'est une courbe très serrée. Il suffit de venir à l'intérieur et après l'autre pilote est complètement bloqué, ne peut pas se rabattre. Oui, ça a l'air presque simple quand vous en parlez, mais bon, Jean-Louis et moi on a essayé hier avec les voitures de log, ça passait pas si bien que ça. Oui, bon. Ici on a eu des grands moments comme Alain Jones et Gilles Villeneuve par exemple, mais oui, c'est un freinage, on parlait de détermination. Voilà, Alain il a pris la mesure exacte de sa voiture. On est dans le 6e tour et 6 tours, eh bien déjà le réservoir d'essence a un peu baissé de niveau, la voiture est un tout petit peu plus légère, c'est donc le moment d'en profiter pour attaquer, creuser l'écart et ensuite gérer la course. Jean-Louis. Alors c'est aussi le moment pour jouer au jeu top position. Tout à l'heure dans l'émission de Pierre Van Vliet, vous avez entendu comment il fallait faire, et ben ça va être quand je vais dire top. Il faut simplement que vous notiez quels sont les 3 pilotes, attention, quels sont les 3 pilotes en tête de ce Grand Prix du Canada, tout de suite au top. Top! Alors que l'on revoit ici le dépassement, j'imagine que c'est Schumacher sur Berger. Oui, il y a de fortes chances ça peut être que ça, d'ailleurs, oui, voilà. C'est bien Schumacher sur Berger. Alesi est donc juste derrière, les deux Ferrari se retrouvent ensemble. En revanche, Schumacher c'est peut-être souvenu que sur ce circuit, effectivement, on l'avait dit qu'il pourrait marcher pas mal. Peut-être un peu derrière les Williams, qui pour l'instant montrent qu'elles n'ont absolument pas l'intention d'en laisser aux petits copains. Enfin voilà, il faut qu'ils remontent. Et puis devant, il y a encore Senna, l'éternelle bagarre Schumacher-Senna, un petit peu derrière les Williams, en situation, disons, normale, parce que depuis le début de l'année, entre la pluie et les stop and go, on n'a pas toujours eu une course normale en tête dans les premiers tours, en tout cas. Oui, il y a plusieurs choses à expliquer. Tout d'abord, ce geste de Schumacher, regardez, qui appuie sur un bouton bleu sur les branches de son volant. Alors ce bouton bleu, voilà, là il l'a lâché. La voiture est relativement haute en position de hauteur de caisse. Et puis là, il l'abaisse parce que c'est là où il faut de l'aérodynamique vraiment extrêmement fine. On abaisse la voiture pour les lignes droites, pour une meilleure vitesse de pointe. Et là, on relève la voiture. Vous voyez ses mains sur le volant. Alors là, succession de petits virolets. Et là, une nouvelle ligne droite. Un petit peu, je lève. Je descends, je monte, je descends, je monte. Rappelez-vous, quand vous voulez une bonne vitesse de pointe, vous descendez la voiture. Quand vous voulez négocier des virages avec un bon appui aérodynamique, vous remontez la voiture. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que Prost et Hill sont en tête. Senna est en 3e position et Schumacher est passé à 7 secondes de Senna, qu'il se met en devoir naturellement de rattraper, lui Schumacher, qui est en 4e position. Et puis là, on est à nouveau chez les Ferrari, qui sont Berger 5e, Alesi 6e. Et on est à bord de la voiture de Jean Alesi qui suit pour l'instant son leader. C'est assez rare depuis le début de la saison pour le souligner. Berger pour une fois est devant, mais Berger il a gagné ici au Canada. Et puis comme Jean-Louis Bernardelli le rappelait tout à l'heure, eh bien il a en ce moment Senna qui le presse un petit peu et ce serait bien de se faire remarquer de nouveau. Justement, Senna le voilà et il est maintenant à l'issue du 7e tour à 2 secondes et 9 dixièmes de Damon Hill. Vous voyez que Senna il ne s'en laisse pas compter. La Williams Renault de Prost, c'est une chose. La Williams Renault de Damon Hill, c'en est une autre. Et il l'estime à sa portée. Bon, alors d'après ce que vous nous avez expliqué, on va se le faire préciser par Eric Bernard. Dans le temps, sur une voiture, quand on pilotait, on pilotait avec les pieds, quoi. On accélérait avec les pieds, on freinait avec les pieds. Là maintenant, en plus, il y a un truc avec la main, c'est-à-dire que pratiquement on accélère, on freine à la main aussi, en même temps. Et les changements de vitesse. Et les changements de vitesse avec l'autre main. Oui, il y a beaucoup de choses sur le volant maintenant d'une Formule 1, puisque vous avez la boîte semi-automatique qui est tout à fait en fonction par le volant, puisqu'il y a 2 petites manettes, une de droite qui sert à monter de vitesse, une de gauche qui sert à descendre. Et puis vous avez ce qu'on appelle l'auto-shift, qui sert à monter les vitesses sans l'utilisation du pilote, c'est-à-dire que le pilote reste à fond et tout se fait de manière automatique. Et l'auto-shift down qui sert à descendre inversement les vitesses.
Bon alors Eric, ça veut dire que finalement avant d'être pilote de Formule 1, on pourrait peut-être conseiller aux futurs pilotes de jouer de l'orgue par exemple. On sait que c'est l'instrument le plus difficile du monde, il faut jouer avec les pieds, avec les mains, pratiquement avec le nez de temps en temps. Bon, ils voient les yeux quand même, vous arrivez à regarder, ça sert qu'à ça quand vous êtes au volant. Alors qu'effectivement Patrese, je crois, était en train de... Non, pardon, l'image a changé. Alors, non, ce qu'il faut remarquer, c'est le cavalier de Senna, le cavalier formidable de Ayrton Senna, qui est retrouvé maintenant complètement, qui a dû peut-être déterminer ce qu'était exactement ce petit problème d'électronique sur les McLaren pendant le week-end, plus son immense talent, ce qui nous donne maintenant un Senna à 2 secondes de Damon Hill. Il était tout à l'heure à 4 secondes et demie d'Alain Prost. Vous voyez que quand même il accomplit ici un exploit sensationnel. Alors puisqu'on est dans le 10e tour de course, un point sur le classement, un Prost, 2e Hill, 3e Senna. Hill est à 1 seconde 8 de Prost, Senna à 2 secondes de Hill, 4e Schumacher, 5e Berger, Berger à 4 secondes de Schumacher, Schumacher à 7 secondes de Senna, 6 Alesi, 7 Patrese, 8 Brundle, 9 Wendlinger, oui. Philippe Alliot est en train de s'arrêter sur le bord, ce qui veut donc dire que son mulet n'a pas fonctionné. C'est dommage pour son 100e Grand Prix, mais bon, il ne finira pas. C'est dommage, oui, c'est dommage aussi d'avoir une panne, je dirais, un réservoir d'essence percé au moment où on Senna est dans les roues de Hill. Là. Oui, ça c'est. Il est extraordinaire, Senna, là, avec il a été en retrait, en deçà de toutes les autres performances durant tout le week-end, en tout cas les 2 jours d'essai, et le voilà qui explose à la figure de ce Grand Prix. Je continue le classement, 9 Wendlinger, 10 Blundell, 11 Leto, 12 Barrichello, 13 Comas, 14 Fittipaldi, 15 Suzuki, 16 Herbert, 17 Barbaza, 18 Zanardi, et puis le 19e et Boutsen, le 20e de Cesaris, le 21e Warwick, le 22e Badoer, le 23e Katayama et le 24e Michael Andretti. Oui Pierre. Oui, avec la nouvelle donc, de l'abandon de Philippe Alliot, vous nous l'avez dit, un problème de boîte de vitesse sur la Larousse Lamborghini. C'est ce que Michel Tétu, son ingénieur, vient de nous préciser. Merci Pierre. Alors c'est formidable parce que ce matin encore dans Automoto, Ayrton Senna nous disait oh je peux pas me bagarrer, j'ai pas la voiture qu'il faut pour ça, je suis pas à la hauteur des autres, je peux juste me bagarrer pour une 8e place sur la grille, etc. On peut améliorer à ce point-là une voiture en 4 heures, parce que c'était au moment du warm-up, ou bien il essayait de nous dire que ça allait être très dur et on voit que finalement, voilà, pauvre Alliot qui est en train de sortir de sa voiture. Non, je pense, je vais voir si Eric Bernard me le confirme, je pense qu'à ce niveau de performance, on ne cache pas son jeu, tout au moins pour gagner une place ou 2 sur la grille de départ, n'est-ce pas Eric? Oui, d'autant plus je pense qu'il est en train de prendre le début de course comme il doit le prendre, c'est-à-dire attaquer au maximum parce qu'il a une voiture qui part avec un tout petit peu moins d'essence. Et il joue cette tactique et je pense que c'est ce qu'il a de mieux à faire. Alors que Rubens Barrichello, si je le vois bien, est en panne lui aussi. Alors je voulais dire cette première chose, Eric Bernard, c'est vrai que la carte des Benetton et des McLaren avec leur moteur V8 et donc par conséquent moins d'essence que les moteurs V10 ou V12, eh bien c'est d'attaquer en début de course, ça c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur le software, si vous voulez, le logiciel de la suspension active des McLaren à propos des vibreurs et des trottoirs. On a un peu changé la philosophie. C'est pas un dragster, ça c'est 2 images, c'est un truc, particularité de la télévision canadienne ici. C'est pas mal, mais enfin c'est une voiture en 2. Voilà, alors ce que je voulais dire, c'est que cette philosophie de suspension sur la McLaren avait tendance, lorsqu'il y avait un trottoir et que la roue se levait, à abaisser cette roue. Ce qui avait valu quelques exercices périlleux à Senna et Andretti sur les vibreurs, si vous voulez bien vous en souvenir. Eh bien, depuis, pour ce Grand Prix du Canada, ici, le logiciel a été modifié et la suspension active, l'intelligence de la suspension fait que la roue reste en l'air au moment où on touche des vibreurs. Eh bien, si vous voyez le détail que cela représente sur le plan électronique, vous pouvez penser qu'en quelques temps, trouver une McLaren avec des calculs parfaitement efficaces. Il y aura quand même eu de belles choses dans toutes ces nouveautés de la F1 décriées à l'heure actuelle par un certain nombre de gens à la fédération. Finalement, c'est bien aussi quoi, quand le progrès comme ça permet de passer sur un vibreur avec une roue en l'air pour que le vibreur gêne pas. Ça c'est une réflexion philosophique qu'il faudra voir un peu plus tard. En tout cas,
Senna, formidable, il est maintenant à 1 seconde 3 de Damon Hill. Alors, et même 1 seconde 2 au 12e tour. Nous sommes ici dans le 13e des 69 tours de ce Grand Prix du Canada. Au 12e tour, 1 Prost, 2 Damon Hill à 2 secondes et 8 dixièmes, 3 Ayrton Senna à 1 seconde et 2 dixièmes. Il est quand même revenu le bougre de 4 secondes et demie d'écart au moment de ce début de course, ce qui est quand même extraordinaire. Ce qui veut dire que Ayrton Senna va pas tarder à être derrière Damon Hill, ce qu'on appelle ici en français québécois un fatigant, c'est-à-dire un fatigant. C'est un fatigant dans la circulation, c'est le gars qui est derrière et qui vous klaxonne sans arrêt. De toute façon, mais tu démarres au feu rouge, mais tu y vas, etc. Donc il va être très fatigant pour Monsieur Hill, c'est clair, il est revenu dessus. Ayrton Senna ici dans ses œuvres et finalement c'est... Entre nous, c'est pas plus mal qu'il arrive à revenir sur les Williams Renault. Pour tout, pour nous, pour le spectacle, pour ceux qui adorent la bagarre et la Formule 1 en général. Oui, alors Ayrton Senna, je vais vous dire ce qu'il nous a dit hier. Il l'a dit pour une rare fois dans ma carrière, je vais, étant donné que la voiture ne marche pas très bien, adopter une politique de pilotage défensif. Eh bien, je crois qu'il ne nous a pas dit vraiment la vérité. Qu'est-ce que ça va être quand ce sera offensif, effectivement. Voilà, exactement. On est sur les Ferrari, là. Tout à l'heure, on a vu Jean qui était un petit peu en difficulté dans certaines courbes, enfin il tient sur Berger, il n'y a pas de problème. Patrese toujours derrière. On a cru tout à l'heure que Patrese voulait attaquer les Ferrari, c'est pas pour tout de suite. Très beau plan, merci à la télé canadienne d'avoir ce genre d'idée avec des caméras très basses au sol. On essaiera de s'en souvenir au Grand Prix de France. Oui, au Grand Prix de France qui est le 4 juillet, je vous le rappelle, sur le circuit de Manicourt. Et on revient sur la pit lane de ce circuit de Montréal et on suit les Ferrari, tandis que le meilleur tour, eh bien c'est écrit sur votre écran, Alain Prost, 1 seconde 24 419, soit un tour à 188 km/h de moyenne. Meilleur tour qui risque peut-être de garder un certain temps là, parce que pour l'instant Senna effectivement est en poursuite sur Hill et n'aura pas forcément la possibilité de le battre. Enfin, théoriquement la voiture la plus rapide ici c'est quand même la Williams Renault. Bah oui, bien sûr. Ah, c'est pas théoriquement d'ailleurs. C'est le toutes meilleur. Les séances d'essai et dans le warm-up ils ont été devant. C'est le meilleur compromis la Williams Renault pour l'instant avec ce V10. Alors ce n'est fini pour Blundell. Écoutez, Blundell depuis le début du week-end, il cherche ses réglages, il ne les trouve pas et ce matin au warm-up, eh bien la situation n'a fait qu'empirer et voilà ce qui arrive, c'est que le pauvre Blundell a découvert une Ligier Renault extrêmement rétive, extrêmement nerveuse et elle lui a échappé des mains comme on a pu le voir il y a quelques instants. Alors Damon Hill tout seul dans une série, alors on peut pas dire des virages puisque justement ces virages là, ça c'est étonnant Eric. Les pilotes, certains pilotes nous ont dit que c'est un circuit où les grandes courbes c'est pas des virages, ça veut dire que vous êtes à fond partout là-dedans. Ça dépend pour quelle voiture. Je dirais que les voitures de pointe, pour elles, ça se passe relativement bien, mais pour certaines voitures, c'est délicat à passer complètement à fond. C'est néanmoins que des virages. Ok, donc en fait, les 2 ou 3 seuls virages que vous acceptiez d'appeler comme tel ici, ce sont les épingles. Enfin, quand on a des bonnes voitures, d'après vous. Oui, c'est toujours le problème d'avoir une bonne voiture, d'avoir bien réglé sa voiture, d'avoir optimisé ses réglages et pour que ce soit plus facile. Voilà, alors que Damon Hill doit avoir du rouge, blanc et le casque jaune dans ses rétroviseurs, Alain Prost, lui, son stand normalement vient de lui confirmer qu'il avait une fois de plus ramassé le meilleur tour, c'est-à-dire qu'il est en marche vers ce qu'on appelle la totale, c'est-à-dire la pole position, qu'on appelle ici la position dominante. Attention, la pole position, le meilleur tour warm-up, meilleur tour en course et bien entendu victoire au Grand Prix, ça c'est pas tout de suite encore. Et on voit sur ces images que Senna est très dangereux pour Damon Hill. Il n'est pas dans sa boîte de vitesse, mais peu s'en faut. Mais on voit également qu'à la réaccélération, à la sortie de l'épingle, eh bien, le moteur Renault fait merveille. Le moteur Renault, et je vais même ajouter l'essence Elf, car sur ce circuit très particulier où il faut vraiment de l'accélération et du freinage, eh bien, je crois qu'à la fois Bernard Dudot, alors qu'entendez, on va voir. Eh ben, c'est passé extrêmement juste, mes amis. Bernard Dudot et Jean-Claude Fayard, l'ingénieur pétrole Formule 1 de Elf, eh bien, ont préparé quelque chose pour que, à très bas régime, le moteur Renault reprenne comme le moteur de votre voiture de production, à vous et à moi. Alors l'on vient de voir, voilà, à nouveau, alors ça c'est une Williams Renault revue et corrigée par nos amis de la télévision, mais c'est un effet assez saisissant.
C'est un effet, une restriction d'image étonnante. C'est un effet à 2 caméras qui permet de voir le fonctionnement et la douceur, si je puis dire, de la suspension active des Williams-Renault. Mais la douceur Damon Hill ferait bien de s'en méfier, car Senna est à mon avis de plus en plus proche. Et oui, 1 seconde 2, c'est vraiment très près de ce tendron de Damon Hill qui fait friser les moustaches au triple champion du monde, qui le suit et qui le contrôle de fort près avec l'immense talent qu'on connaît au Brésilien. Alors, monsieur, ça serait pas Allez-y sur Berger, mais c'est tout à fait Allez-y sur Berger. Et voilà, à la Villeneuve, sur le circuit Gilles Villeneuve, avec le numéro 27 de Gilles Villeneuve. Alors là, ça, ce sont les conseils. Oui, ça, ce sont les conseils, car j'ai assisté à cette petite discussion. Les conseils d'Alain Prost à Jean Alesi. Attendre 15-20 tours. La voiture commence à bien s'alléger et là tu attaques. Eh bien, il a suivi la leçon. Il a suivi la leçon de son grand frère, Jean Alesi. Alors, on le dit tout de suite, ce qu'il nous a dit, allez-y, non? Oui, vous pouvez le dire. Tout de suite. Alors, il vous a dit, nous, je n'étais pas là, il vous a dit, vous en prendrez donc seul la responsabilité. Il vous a dit, bah, revoilà le dépassement, il était tellement beau que je vais attendre pour vous donner ses confidences. Effectivement, bah oui, bah, si c'était ça la leçon, il a effectivement très bien appris la leçon. Beau petit freinage. Il nous a dit qu'aujourd'hui, caméra intérieure. Regardez, un petit blocage, hop, un petit peu de bordure, mais ça peu de bordure quand même. Oui, bah oui. Mais... Bon, bref, il nous a dit que si il va sur le podium avec Alain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'embrasser sur les lèvres, on va pas dire sur la bouche, sur les lèvres. Ça, oui. Je vais vous dire que d'abord il s'aime et qu'effectivement il serait très heureux évidemment de monter sur ce podium avec son grand frère et son professeur Alain Prost. Oui, justement, tout ça c'est un petit peu retombé en enfance comme on leur a dit, mais enfin c'est pas grave. Alors, on est au 17e tour, un point sur le classement, 1 Prost, 2 Hill à 5 secondes et 5 dixièmes, 3 Senna à 1 seconde et 3 dixièmes de Hill, 4 Schumacher, 5 Alesi, 6 Berger, 7 Patrese, 8 Brundle sur la seule Ligier Renault rescapée. Et puis en 9e position, on a Van Linger, 10 Leto, 11 Comas, 12 Fittipaldi, 13 Herbert, 14 Suzuki, 15 Barbaza, 16 Zanardi, 17 Boutsen, 18 De Cesaris, 19 Warwick, 20 Badoer, 21 Katayama, 22 Andretti. Et puis Blundell fait encore partie de ce classement, mais pas pour longtemps, car vous savez que Marc est sorti de la piste, a touché le rail avec sa Ligier Renault. Et il s'agissait donc du 17e tour. Alors Alain Prost, voilà, 6 secondes 2. Tranquille, pas tranquille, 6 secondes, c'est bien quoi. Écoutez, la tactique d'Alain, on l'a vu, elle est toujours identique à elle-même. Doucement en début de course avec le plein d'essence. Ici l'épingle du circuit Gilles Villeneuve. Un des 3 virages du circuit. Un des 3 virages du circuit. Tactique prudente en début de course. Ensuite l'attaque. Et puis vous savez, Alain, il se méfie quand même en ce moment. Il sait qu'il est très visé par la fédération. Il se souvient de son départ de Monaco. Il nous a dit dans Automoto qu'il avait été floué. Il se méfie également de sa mécanique. Vous savez que son arrêt calamiteux du Grand Prix de Monaco est dû à un problème d'embrayage. En réalité, Bernard Dudot nous a confié que c'était un miracle si la Williams avait été au bout. Il y avait une rupture d'axe entre la boîte de vitesse et l'embrayage, une rupture de protection de l'axe exactement. L'embrayage était complètement excentré et ne pouvait pas fonctionner. Et normalement, il aurait même dû coincer complètement toute cette belle mécanique et la Williams aurait dû être contrainte à l'abandon. Donc, pour en revenir à ce que nous disions, Alain Prost se méfie et il a sans doute raison quelque part de le faire. Mieux vaut prendre une avance tranquille pour pouvoir gérer tranquillement la fin de la course. Alain Prost vient de battre le record du tour pour la 5e ou 6e fois et on vous retrouve avec une petite page de, comme on dit ici, la réclame. Puis Gilles Villeneuve dans l'île Notre-Dame à propos le monstre de béton et de fer que vous voyez, qui est très beau, que vous voyez de temps en temps passer derrière les voitures, c'est le pont Jacques Cartier, l'homme qui a pour la première fois rendu visite à une petite bourgade d'Iroquois qui s'appelait Hochelaga, qui devint Montréal un petit peu plus tard. Nous sommes à bord de la voiture d'Ayrton Senna en pression, si j'ose dire. Ah, il y a quelqu'un. Bon, en pression derrière la voiture de Damon. Toujours. On est à
seconde 2, c'est-à-dire que l'écart, alors que Prost continue d'enfoncer le clou et éventuellement l'accélérateur aussi, manifestement de temps en temps. Donc Damon Hill toujours sous la pression. Eric, avoir quelqu'un derrière, c'est plutôt dopant ou c'est plutôt extrêmement stressant? Tout dépend de la position dans laquelle vous êtes. Si effectivement la personne vous remonte, c'est plutôt stressant. Mais je pense que là, Damon a quand même un avantage, c'est qu'il est quand même beaucoup plus rapide qu'Ayrton. Il a un moteur qui pousse énormément. Ils ont d'excellents réglages aérodynamiques et je pense que Ayrton n'est pas en position de pouvoir l'inquiéter franchement. Ce que vous voulez nous dire par là, c'est que Ayrton, lui, est pendu, comme on dit en jargon de Formule 1, ou bien c'est que Damon est vraiment tranquille? Je pense que le terme de tranquille n'est peut-être pas le meilleur terme, mais je crois que Damon est en train de contenir un petit peu Ayrton, et Ayrton a fait un forcing en début de course et je pense qu'il est en train un petit peu de payer au niveau de la gestion de ses pneumatiques. Oui, les choses sont en train de s'équilibrer, vous voulez dire. Oui, c'est vrai que d'une part, elles sont en train de s'équilibrer sur le plan du poids des voitures, c'est vrai, et bien sûr sur le plan des pneus. Si on revoit tout à l'heure une caméra intérieure à bord de la voiture d'Ayrton Senna, on remarquera dans les passages très lents l'état de ses pneus à l'avant droit et à l'avant gauche. Pierre Mandevic, oui. Il fait très chaud, Jean-Louis, dans les stands. Je peux vous dire qu'on peut-être on va avoir des arrêts pour changer de pneus. Chez Beneteau, en tout cas, vous voyez que les mécaniciens la prennent à l'aise. Hein, il fait très chaud, donc on a droit à quelques mollets velus, tant que c'est pas la double page de pub que vous savez. Dans un journal que nous connaissons. Merci Pierre de vous être arrêté là. Surtout à cette heure. Enfin, c'est vrai que c'est une heure de grande écoute, comme on dit sur TF1. Il faut faire attention à ce qu'on montre. Alors, deuxième analyse, Eric Bernard, sur ce classement que vous voyez ici. 1 Prost, 2 Hill, 3 Senna à 1 seconde 4, 4 Schumacher à 6 secondes, 5 Alesi à 18 secondes, 6 Berger à 4 secondes Alesi. Alesi, lui, il est dans une poche tout seul maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça aussi, sur le plan du moral, quand on est un peu loin, on est un peu lent, ou il est tout seul dans sa poche d'autoroute, Alesi, là, si je puis dire. C'est difficile, mais on voit néanmoins quand même que derrière Jean, il y a une bagarre acharnée pour la 6e position entre Berger, Patrese, Brundle et Wendlinger, qui sont très proches les uns des autres, et c'est quand même assez encourageant pour la Formule 1, car on a tendance à dire qu'il y a une domination Williams, mais néanmoins derrière il y a beaucoup d'écuries, dont notamment Ligier, qui se sont énormément rapprochés depuis quelques courses, et je crois que ça va peut-être donner lieu à de belles bagarres en perspective dans les prochains Grands Prix. Surtout qu'il doit y avoir des changements sur le plan des règlements, en tout cas pour la fin de la saison, mais on en dira un peu plus tout à l'heure. Jean-Louis Bernardelli. On va se faire un petit jeu top position. Quand je dirai top, jetez-vous sur vos crayons, sur vos petits bouts de papier. Attention, vous êtes prêts? Top! Voilà, vous deviez donc noter les 3 voitures en tête de ce Grand Prix du Canada juste au moment où j'ai donné le top. Et voici ce dont Eric Bernard vient de nous parler, c'est-à-dire ce beau quatuor composé de Gerhard Berger, Ricardo Patrese, Martin Brundle et Karl Wendlinger, soit une Ferrari, une Beneteau Ford, une Ligier Renault et une Sauber Ilmor. Ici, on a vraiment l'échantillon complet de ce qui se fait dans le domaine technique en Formule 1, Eric. Oui, tout à fait. On voit Gerhard qui est à la limite. Peut-être a-t-il, dans le jargon de la Formule 1, tapé un petit peu trop dans ses pneumatiques. Et il est en train de payer. On le voit au freinage très déséquilibré, très limite. Et peut-être qu'on va assister maintenant au changement de pneus qui normalement n'était pas prévu pour grand nombre. Mais vu compte tenu de la chaleur et compte tenu du circuit qui s'améliore, ce qu'on appelle le grip, le pouvoir d'adhérence du circuit, a tendance à user énormément les pneus. Et peut-être à l'aube du 23e ou 24e tour, on va commencer à assister peut-être à des changements de pneumatiques. Alors je vous rappelle que le Grand Prix du Canada comporte 69 tours et que nous sommes pour l'instant dans le 23e tour. Oui, ça commence à se précipiter sérieusement. Il y a des différences de trajectoire assez colossales. Là, bien sûr, parce que là, il y a des manœuvres d'intimidation. C'est l'un des beaux endroits du circuit Gilles Villeneuve pour dépasser ici. Et vous avez également au bout de cette ligne droite de cette courbe qui est prise à fond, ce qui n'est pas prise à fond, vous avez voilà, la ligne droite qui amène vers les stands. Et là, ça peut déboîter à n'importe quel moment. Voilà, là c'est l'entrée au stand à droite de votre écran. Et là, c'est la piste. Et voilà, on les retrouve exactement avec une caméra aérienne pour mieux décrire la situation. Alors normalement, quand il y a une voiture comme ça avec 3 voitures très serrées derrière, ça veut peut-être un tout petit peu dire que la voiture de tête oui, bien
bien sûr. Puis on va sans vouloir être méchant pour Berger, on peut bien dire ça, sûr, on va mesurer ça avec Leto, Berger, Patrese, Brundle, Van Linger pour l'instant roue dans roule. Voilà celui qui ferme la marge de ce groupe de chasse, Van Linger. Et puis Leto qui est à 3 secondes 2 de Van Linger. Et bien si tout à l'heure il est à 3 secondes et puis à 2 secondes 8, ça veut dire que derrière ça resserre et que par conséquent Gerhard Berger est le plus lent de tous les pilotes. Il y a un drapeau, est-ce un drapeau bleu ou un drapeau blanc? Je ne peux pas distinguer. Aïe aïe aïe, c'est une Ferrari ou j'ai rêvé? Oui, c'est une Ferrari, c'est celle d'Alesi puisque celle de Berger. Le pauvre Jean, eh bien, c'en est encore fini des espoirs de Jean Alesi qui ne montera pas sur le podium. Pierre Van Vliet, bien sûr, va l'attendre dans les stands, mais Pierre, rassurez-vous, Jean n'est pas encore là, car il est pratiquement à l'autre bout. Il n'est pas sorti de la piste, il a cherché à s'arrêter du mieux possible. Qu'est-ce qu'elle a cette Ferrari? On va voir exactement. Ah bah si, voilà, bah, la fumée. Moteur ou boîte? Bah oui, c'est une pièce mécanique qui est en train de serrer dans la transmission ou dans le moteur. Et c'en est fini. Alors ici, les Ferrari avaient ce célèbre moteur TT pour trompette télescopique. Ça veut dire que sur l'admission de ce moteur 12 cylindres, eh bien les trompettes varient en fonction de ce qu'on demande au moteur. Si vous accélérez très fort, vous êtes en ligne droite, les trompettes sont levées vers le haut pour aspirer le plus d'air possible à l'admission. Et puis si vous êtes en virage, pour avoir une meilleure reprise, eh bien, les trompettes sont réglées au plus bas. Bon, il y avait 4 moteurs TT, trompettes télescopiques à Montréal. Il y en a un qui a cassé tout de suite aux essais samedi matin. Jean Alesi l'avait et il n'a pas pu s'en servir. Il y en avait 2 autres qui restaient frais pour la course. Eh bien, c'est peut-être celui-là qui a cassé. Alors on voit sur la voiture d'Alain Prost un truc étonnant là depuis plusieurs tours, je remarque ça. Elle est jaune. Oui, elle est jaune, enfin elle est même jaunie, les parties blanches sont toutes jaunes. Il a pris de l'huile dans la figure, c'est de l'huile ça? Oui, c'est de l'huile. Oui, il y a ce qu'on appelle le trop plein d'huile qui s'éjecte sur la piste par derrière des voitures et Alain a rattrapé des attardés et en les suivant il a fait le plein d'huile également. Arrêt au stand d'Aguri Suzuki sur la photoir pour un changement de pneumatique. Aguri Suzuki qui est le premier pilote à s'arrêter pour changer de pneu à la régulière, semble-t-il. Suzuki qui fête son 50e Grand Prix en Formule 1 aujourd'hui. Oui, Pierre, 50e Grand Prix en Formule 1, mais je ne sais pas si cet arrêt de Suzuki est réellement significatif, pour l'instant en tout cas, car je crois qu'il a effectué une petite excursion dans l'herbe, tel que nous dit notre computer Taguer Olivetti, et par conséquent, il a peut-être été forcé, lui, de s'arrêter à son stand. Ouais, je peux vous dire que De Cesaris vient de s'arrêter à son tour, et qu'il y en a donc peut-être encore d'autres qui vont suivre parce que la chaleur est vraiment accablante. Bon, alors ça commence. Alors que Alain Prost, eh bien, a Michael Andretti en vue, car il doit éventuellement lui prendre un tour. Et oui, on y arrive. Lui prendre un tour, c'est-à-dire un tour d'avance. Dans le trafic, Alain Prost, attention, c'est pas toujours la situation la plus, enfin la situation idéale quand. Oh, il essuie sa visière. Il a essuyé ou il en a arraché une? Il a essuyé. Arraché ou essuyé, de toute façon, il ne peut pas en dépenser autant. Il nous a entendu dire qu'il était recouvert d'huile alors. On sera bientôt à la mi-course, mais pas encore. On est pour l'instant dans le 27e tour et il y en a 69. Combien il y en a de visière, Eric, sur un casque au départ du Grand Prix? Tout dépend des pilotes et surtout la situation dans laquelle part le pilote. Généralement, on met entre 2 et 3 visières et quand on est derrière, on en met généralement un petit peu plus, 3-4. Car énormément de projections d'huile sur les Formule 1. D'ailleurs, on peut remarquer sur ces images que, et c'est un des problèmes de ce circuit, le circuit du Canada est très très sale et laisse un très gros dépôt de gomme. Et je crois que dans des températures comme nous avons aujourd'hui, c'est malheureusement une source de panne supplémentaire, car toutes ces projections de gomme se mettent dans les radiateurs, risquent de boucher les radiateurs et faire monter en température le moteur. Justement, c'est la raison pour laquelle, si on peut voir tout à l'heure une Ferrari en gros plan, vous verrez qu'il y a devant l'entrée des pontons latéraux 2 toutes petites dérives qui sont non pas des dérives aérodynamiques mais justement des protections contre ces boules de gomme qui viennent se ficher dans les
radiateurs et qui par conséquent font monter la température. Ces boules de gomme également qui sont assez, bon, on les voit très bien là ici au premier plan, qui perturbent le pilotage. Là si on met une roue dans ce mauvais secteur, il faut du temps pour nettoyer son pneu après, hein, n'est-ce pas Eric? Tout à fait, on risque déjà dans un premier temps, la sanction risque d'être la sortie de route parce que nous n'avons plus de grip, plus de retenue du pneumatique et ensuite il faut énormément de temps pour pouvoir enlever cette gomme qui perturbe énormément et c'est source de vibration, de peu de tenue de route de la voiture et donc de sortie de route. Il faut dire à la décharge de nos amis canadiens que c'est un circuit qui n'est pas permanent, donc il y a très peu de... En fait il y a très peu de courses ici, je crois qu'on l'utilise 3 ou 4 fois dans l'année, ce qui peut expliquer qu'effectivement le circuit soit un petit peu, enfin pas tout à fait en aussi bon état qu'on pourrait s'y attendre sur d'autres circuits. Oui, ce qu'on peut expliquer également, c'est qu'ici l'hiver est très rude et très long. Et que, mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Oui, et que par conséquent, c'est dur de faire les travaux qu'il faut, Eric. Oui, c'est un circuit dont les pilotes se plaignent souvent d'être trop bosselés, mais c'est vrai que le climat est très rude et il est très difficile d'accabler les gens qui font le maximum pour rendre ce circuit fort praticable. Bien sûr. Quand il neige ici, on appelle ça la poudrerie. C'est joli, non? Alors nous sommes dans le 28e tour, 28 tours couverts pour Prost, Hill, Senna, Schumacher, Berger, Patrese, Brundle, dans cet ordre. C'est là qu'on a pu voir là les tas des pneus de Senna. On voit très bien dans cette épingle, si on peut rester tout un tour comme ça, on verra dans un virage lent qu'il commence à être sérieusement endommagé sur la bande de roulement. On voit une séparation sur la bande de roulement, ce qui est assez mauvais signe. Oui, Pierre Van Vliet. Oui, nouveaux arrêts au stand pour Derek Warwick et pour Johnny Herbert avec le changement de pneumatique pour les deux pilotes anglais. Bon, eh bien, on va voir si maintenant il faut surveiller les hommes de tête. Ces hommes de tête, c'est Alain Prost qui a 8 secondes et demie d'avance sur Damon Hill. Damon Hill qui a 1 seconde et demie d'avance sur Senna. Senna lui-même un petit peu à l'écart de Schumacher qui suit à environ 5 secondes pour l'instant. Avec toujours Senna en poursuite, mais pas vraiment en situation d'attaquer le Damon Hill. Alors bon, il va quand même pas se contenter d'une 3e place. Senna, c'est pas son truc, même s'il nous disait hier qu'il se battait pour la 8e. Il est peut-être là maintenant passé à ce qu'il a fait hier, le pilotage défensif. Oui, c'est ça. Bon. Alors lui, il est moins sali. Oui, Eric. Je crois qu'on est peut-être en train d'assister à une course d'attente pour Prost et Hill qui vont peut-être ne pas changer justement de pneumatique. Bon. Un petit mot avec Philippe Alliot qui vient de rentrer au stand. Malheureusement, après ce 100e Grand Prix, Philippe, il n'a pas duré très longtemps finalement. Cette voiture de réserve, c'était pas évident. Et non, vraiment, c'est la malchance depuis le début. Cette tour, j'ai le levier de vitesse qui a cassé. Et je me suis retrouvé donc au point mort et j'étais obligé de m'arrêter. Bon, c'est un Grand Prix oublié. Ma tête maintenant est aux 24 heures du Mans, le week-end prochain avec Peugeot. Et puis, Magny-Cours, évidemment, Grand Prix de France. Pour le 101e Grand Prix, on vous souhaite plus de chance là-bas. Merci. J'espère que ça ira mieux qu'ici. Alors que nous revenons dans la voiture de Ayrton Senna, oui, vous voyez le pneu, bien sûr, c'est là qu'il faut le regarder. Et que... Oui. Et que Prost vient d'améliorer une nouvelle fois son meilleur tour en course, une 23,045, ce qui porte son écart sur Damon Hill à 9 secondes et 7 dixièmes. En 30 tours exactement, nous ne sommes pas encore à la mi-course. Bon, Jean-Louis, il y a un téléspectateur qui m'a écrit cette semaine en me disant, mais enfin, vu ce que coûte une Formule 1, est-ce qu'il ne pourrait pas leur faire des pneus qui tiendraient tout un Grand Prix? Alors c'est une question, effectivement, ça peut faire sourire les ultra spécialistes que vous êtes, j'allais dire que nous sommes. Mais on peut peut-être quand même répondre à ce monsieur parce que ça peut étonner plein de gens. Eh bien c'est Eric qui va répondre. Oui, c'est un grand dilemme. C'est vrai qu'il faut se mettre à la place d'un pilote de Formule 1 et de la Formule 1. Et c'est une voiture qui est très rapide, mais néanmoins très vive à conduire, très difficile. Et les pneumatiques, il faut savoir que plus la gomme est souple, plus il y a du grip, donc de la tenue de la voiture sur la piste. Et généralement, on est toujours en train de rechercher la meilleure tenue de la voiture sur la piste. Donc le pneu nous aide beaucoup. Et si nous devions faire des pneus qui durent l'intégralité d'un Grand Prix, malheureusement, ils ne seraient pas adaptés au circuit. Damon Hill au stand, pardonnez-moi de vous couper. Oui, de Damon Hill. À propos de pneus. Et on n'était pas tout à fait près chez Williams avec les pneumatiques. On est encore en train de sortir de la couverture chauffante. Oh là 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 là. Damon Hill a un très long arrêt et Senna va donc prendre la 2e place. Il n'était absolument pas prêt chez Williams, les mécaniciens. Voilà, Damon Hill à l'improviste.
Avec un départ Dragster, mais 16 secondes 93. Eric, on parlait des pneus justement. Mon opinion est que quand même chez Williams, de temps en temps, il s'est produit de drôles de trucs. Vous savez, je pense contrairement à ce qu'on peut penser, la Formule 1 est quand même de très haute technologie, mais s'il y a bien une chose qui ne marche pas très bien, et on l'a vu avec Alain malheureusement cette année sur un Grand Prix, ce sont les radios. Les radios, oui, j'allais dire, oui. Alors que là, chez Ferrari, on se précipite sur, oui, Berger. Berger, alors chez McLaren, on attend, visiblement, on attend de voir ce que va faire Prost. Parce que tant que Prost est en piste, tant qu'il ne change pas de pneus, je crois que Senna ne va pas le faire non plus. On met un peu la pression sur Williams dans le camp McLaren où visiblement on peut se permettre encore d'un petit peu attendre. On va jouer son va-tout là-dessus. Mais c'est l'évidence, mon cher Pierre, puisque vous vous en souvenez à Donington, McLaren a axé toute sa tactique, ronde de Nice au bord du mur, Ayrton Senna dans sa voiture, sur ce que faisait ou ce que ne faisait pas Alain Prost, et c'est comme ça que McLaren a gagné la course. C'est ça la vraie tactique. Et voilà Senna, oui, qui nous contredit. C'est pas grave. On attendait Michael Andretti, mais chez McLaren on est prêt. Vous voyez, on est fin prêt avec les pneus et ça repart déjà. 5,42. Alors permettez-moi de comparer ce 5,42 avec le 5,05 de Berger et le 16,93 de Damon Hill. Eh bien, nous comparons. Alors, je voudrais simplement que notre caméra à nous reste sur les traces de frein. C'est les traces de pneus, pardon. Elle laissé Damon Hill tout à l'heure. Je ne sais pas si ça passe à l'image en France. On a 15 écrans. Mais bon, enfin, ce sont des traces de pneus, voilà, que nous montre Pierre et son caméraman. Apparemment, Damon Hill était extrêmement énervé par cet arrêt très prolongé. Je peux vous dire que c'est comme ça dans tous les stands. Eric Bernard a souligné effectivement le revêtement de Montréal, eh bien, il était très sale et qu'il accrochait la gomme. Et top pour Ligier. Avec Martin Brundle qui était 7e. Et si tout se passe bien, il sera peut-être dans les points dans quelques instants. Et top pour Ligier, 7 secondes 16 pour Martin Brundle. C'est moi qui ai pris ça mon chronomètre. Et on surveille Alain Prost. Nous sommes dans le 32e tour de course. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il ne rentre toujours pas au stand. Alors voilà qui change considérablement la phase du classement, puisque pour l'instant, 1 Prost, 2 Senna à 27 secondes, 3 Schumacher à 5 secondes 9 de Senna et 4 Damon Hill à 4 secondes et 3 dixièmes de Schumacher. Ce qui veut dire que les 20 tours pour lesquels Damon Hill s'est battu avec Senna, pratiquement c'est fichu. Eric. Oui, je pense que s'il y en a un qui peut se permettre de ne pas changer de pneu, c'est Alain. Je ne sais pas s'il va le faire ou pas le faire. Maintenant, il peut se permettre de le faire puisque Ayrton s'est arrêté et Damon Hill se sont arrêtés. Mais il a fait une tactique de course très sage depuis le début. Il n'a pas usé ses pneus et on sait que la Williams c'est une voiture qui n'use pas énormément ses pneus. Thierry Boutsen au stand, lui aussi. C'est le moment de changer. Eh bien, vous voyez que la température a considérablement grandi et que les pneus n'ont pas résisté. Petit arrêt pour Boutsen, oui, pas mal, 7 secondes. Et chez Williams, on est prêt, hein, on est prêt avec les pneumatiques et pas 13 maintenant en postant avec la seconde Benetton. Chez Williams, on est prêt, les pneus sont sortis de la couverture chauffante et donc on ne veut pas se laisser prendre au dépourvu comme c'était le cas avec Damon Hill tout à l'heure. 5,71, c'est pas mal. Ça nous met 1 Berger 5,05, 2 Senna 5,42, 3 Patrese 5,76. Moi je vous disais tout à l'heure que les ailerons et les casques et les visières des pilotes sont très sales. On le voit pas seulement sur celle de Prost d'ailleurs dans tous ces arrêts. On s'en est rendu compte. Oui, il y a une raison à cela, Jean-Louis Bernardelli. Entre autres, c'est que, nous le répéterons jamais assez, Montréal c'est un circuit d'accélération-freinage. Or quand vous accélérez, vous ne tournez pas à plein régime, mais par contre, ça passe dans les injections, ça passe dans les moteurs, dans les équipages mobiles, comme on dit, dans les vilebrequins, et ça passe naturellement dans les récupérateurs, et puis aussi les évacuateurs, ce qui fait que, eh bien, forte accélération correspond à une forte pollution, si je puis dire. Alors il y a un panneau chez Williams, un panneau qui a été présenté à Alain Prost. In tires, c'est-à-dire qu'on va faire entrer Alain Prost pour changer de pneumatique. Oui. C'est en tout cas la décision de l'écurie. In tires, ce qui signifie dedans au stand pour les pneus, alors qu'Alain ici est avec Christian Fittipaldi. Alors ça veut dire que les gens de chez Goodyear ont signalé que par exemple les pneus de Hill peut-être dans un état bien sûr, c'est l'évidence même. C'était que ça se passe comme ça, j'imagine. Ça peut être effectivement le cas où les gens de Goodyear mesurent l'usure des pneumatiques sitôt que les premiers s'arrêtent et peuvent éventuellement donner un conseil à l'équipe. Rappelez-vous que c'est sur une mesure de pneus inadéquate que s'est déroulé le Grand Prix d'Australie 86 qui a valu à Alain Prost son 2e titre de champion du monde. Et il y va. Alain Prost dans les stands, il arrive comme
démarrer chez Williams. La voiture est effectivement immaculée d'huile. Elle est extrêmement sale, la Williams numéro 2. Alain Prost, pas de problème apparemment, ça repart avec toujours ces petites difficultés d'embrayage, mais il est parti pour de bon. Oui, Super alors, cette sortie de stand. oui, alors, à propos, alors que Michael y est également. Oui, Michael Andretti qui vient de rentrer. Michael Andretti qui avait déjà perdu 2 tours, vous vous en souvenez, en début de course. Top. 5 secondes 37 pour Michael, ce qui est très très beau également. Ah, alors, on va faire un tout petit point sur le classement après cette page de publicité. Leader alors qu'il lui aussi a changé de pneus. C'était juste avant notre arrêt pub. Alain Prost ici à l'image devant Ayrton Senna et Michael Schumacher. Damon Hill a donc perdu sa belle deuxième place dans un arrêt au stand qui s'est prolongé parce qu'il est arrivé un petit peu avant que les mécanos s'y attendent. Voilà, si vous venez de prendre le Grand Prix avec nous, voilà les dernières nouvelles. Et le point sur ce classement pour dire également que Senna est à 10 secondes et demie maintenant et non plus 27 secondes comme tout à l'heure, puisque les deux hommes de tête, un Prost, deux Senna dans cet ordre, ont l'un et l'autre changé de pneu. 10 secondes et puis Schumacher est à 3 secondes de Senna ou 13 secondes de Prost si vous préférez. 4 Hill, 5 Wendlinger, 6 Patrese, 7 Berger, 8 Brundle, 9 Leto, 10 Comas, 11 Fittipaldi, 12 Herbert, 13 Zanardi, 14 Boutsen, 15 Suzuki, 16 Barbaza, 17 De Cesaris et 18 Luca Badoer, alors que Derek Warwick est 19e à 2 tours et Michael Andretti 20e à 3 tours, de même que Katayama à 3 tours lui aussi en 21e et dernière position. Alors j'espère pour vous, chers téléspectateurs, que vous avez bien écouté ce que vient de vous dire Jean-Louis Moncet. Et si vous n'avez pas écouté, c'est bien fait pour vous, parce qu'on va jouer aux top positions. Et si vous aviez écouté Jean-Louis Moncet, vous sauriez qui sont les 3 voitures en tête de ce Grand Prix. Il va falloir que vous les notiez très vite. Alors pour les bons élèves, attention pour le top position, top. Et ce qu'il est intéressant de constater, c'est que Ayrton Senna a effectué le meilleur tour en course, une 23.009, et cette performance appartenait à Alain Prost avec un tour en une 23 et 2 dixièmes. Alors il est à prévoir que le pilote français sur la Williams Renault numéro 2 eh bien, va rétorquer à cette performance puisque l'un et l'autre des pilotes ont des pneus neufs. MPH sur cette incrustation veut dire les tours moteur et le throttle à droite c'est l'accélérateur. Donc quand c'est ouvert ça veut dire qu'il est à fond. Voilà l'accélérateur et ça les tours à gauche c'est le régime moteur. Oui. Ça veut dire qu'il est bon on voit à combien ces moteurs tournent. Ça quand même à 12-13 000 tours. 14, marche bien. 14 000 tours même. Jean-Louis non une petite erreur. MPH et miles par heure. Oui, RPM pardon. Oui voilà c'était ça. Miles par heure il faut multiplier naturellement par 1,6 mais ici au Canada, alors que nous avons ici un arrêt. C'est Karl Wendlinger qui vient de s'arrêter, le dernier des hommes de tête qui s'arrête avec... Pierre, on vous a pas compris, oui, le dernier des hommes de tête qui s'arrête, oui, d'accord. Alors que par conséquent, eh bien oui, Alain Prost, une 22 980 dans le 37e tour de course. Vous voyez que le leader de ce Grand Prix du Canada, eh bien, a effectué à nouveau le meilleur tour en course et a arraché cette performance à Ayrton Senna. Senna qui continue, une 22 803. Alors ça change un peu la face des choses, Eric. Bon, je veux bien qu'ils ont des pneus neufs l'un et l'autre, et même Schumacher qui vient de faire une 22 800, mais quand même, ça veut dire que Prost garde beaucoup de marge. Je pense qu'Alain a changé ses pneus. On a vu, Pierre disait à fort juste titre que les couvertures chauffantes avaient été enlevées, peut-être enlevées un petit peu tôt de la part du team Williams. Et il faut le temps pour, malgré la température très élevée, aux pneus de reprendre leur température de fonctionnement, leur optimum. Et peut-être qu'Alain va rétorquer maintenant au bout de 3-4 tours. Il est toujours un petit peu long de chauffer ses pneus. Et les 3-4 tours qu'il vient de faire vont lui donner la température idéale pour pouvoir rétorquer au meilleur temps en course. En tout cas, là, on assiste à une cascade de meilleurs tours en course avec Prost une 23-2, Senna une 23 tout court, et puis Prost
Prost 1,22,9 et puis Senna 1,22,803 et là sous nos yeux Schumacher 1,22,800, soit 3 millièmes de mieux que Senna. C'est vraiment très très peu. Schumacher qui se bat pour un podium, ce qui est possible maintenant, quoi, avec la disparition d'Alesi, le fait que Hill a raté son arrêt pneu. C'était l'occasion ou non pour le jeune Allemand de monter tout à l'heure sur le podium, c'est-à-dire on en est à 40 tours, il y en a 69, il faut tenir encore 29 tours. Oui. Alors pour les nombreux fanatiques, parce qu'effectivement il y en a beaucoup en Europe, nombreux fanatiques de Michael Schumacher, ça marche, pas de problème pour lui. Damon Hill toujours quatrième, enfin là les positions en tête, il y a quand même des écarts qui sont de vrais écarts. Et ça continue d'améliorer, 39e tour, Senna 1,22,789 en cadence et Schumacher 1,22,520. Eric Bernard, vous avez parlé de la température des pneus, c'est quoi la température d'un pneu de Formule 1? Alors, ça tourne aux alentours de 100 degrés Celsius, 120 degrés Celsius. Je ne saurais faire la conversion malheureusement parce que vous savez qu'en Formule 1 on en parle toujours dans des températures comme les Anglais. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours très délicat à faire monter des pneus en température, surtout dans des circuits comme ça où c'est très sale sur les extérieurs et il ne faut surtout pas aller dans la mauvaise trajectoire de la piste. Alors que ici nous sommes à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher et regardez de nouveau ce petit scénario, bouton appuyé quand on est dans une section à peu près rectiligne et puis si on revoit la caméra intérieure, le doigt levé, le pouce levé quand on est dans les virages. On parle beaucoup ces temps-ci du rôle du pilote en disant qu'il est énormément aidé par toute électronique et on peut s'en rendre compte que finalement il a beaucoup de choses à faire. Il faut la faire marcher, mais il faut s'en occuper un peu. Eh bien, oui, je ne voudrais pas passer pour un vieux rasoir, mais je me souviens de la Formule 1 avec un levier de vitesse et un gros contour devant les yeux. Eh bien, cette période est désormais révolue parce que là, vous voyez sur la caméra intérieure d'Alain Prost, eh bien qu'il a un diagramme de programme de boîte de vitesse sur son volant avec ce petit pense-bête qui lui fait souvenir quel programme il doit actionner pour avoir des rétrogradages ou des accélérations quasiment instantanées, des changements de vitesse simultanés. Et il a également une possibilité de changer la programmation de sa suspension pilotée, c'est-à-dire qu'il peut, dans le jargon automobile, si sa voiture sous-vire, c'est-à-dire si elle a beaucoup de difficultés à rentrer dans un virage, il peut faire fonctionner ses boutons et changer la programmation de sa suspension pilotée et améliorer ainsi le comportement de la voiture. Alors là, on est dans un passage vraiment tendu de ce Grand Prix du Canada. C'est très violent ici. Et on va arriver bientôt à l'épingle du fond. Ici, c'est enfilade 3e, 4e et c'est ici en 6e. Et à nouveau 4e. Pour ressortir, on accélère. 5e, 6e. Tout ça, c'est toujours à fond. Ici, 55% de charge du moteur, c'est-à-dire 16-17 secondes à fond. C'est un circuit où il est toujours difficile, on voit quand on a la caméra embarquée de doubler, car comme le faisait remarquer Jean-Louis fort justement, il y a très peu de positions droites et il est toujours difficile dans une Formule 1 de pouvoir doubler sur ce type de circuit. Et on continue de regarder Alain Prost qui n'arrête pas d'essuyer sa visière. Ça veut dire qu'il y a de nombreux pilotes qui sont en train de laisser de l'huile alors que Prost vient d'effectuer le meilleur tour, une 22,287. Ah, il se bat bien notre Alain Prost. Alors c'est plutôt bien pour le résultat au général là s'il reste devant, parce que ça veut dire qu'ils vont être pratiquement à égalité au Grand Prix de France avec Senna. C'est parfait à mi-saison. Et oui, une 22,287, ça fait un beau rythme maintenant. Je dois vous rappeler que le meilleur tour en course ici est l'apanage de Gerhard de Berger l'an passé dans le Grand Prix du Canada avec un tour en 1,22,325 et c'était à l'époque 193,720 de moyenne, km/h bien entendu. Bon, chez Ferrari, apparemment, les mécanos... Tiens, ça va me donner l'occasion. Oui, Jean-Louis? Oui, alors que là, nous avons Schumacher à l'écran, qui est à 4 secondes et 3 dixièmes de Ayrton Senna. Et si on revient à bord de la voiture de Schumacher, on verra que ce que nous disait Eric tout à l'heure, à savoir que les installations maintenant des tableaux de bord et
des boîtes de vitesse, en tout cas des changements de vitesse de Formule 1 et des boutons qui manipulent et les suspensions et les transmissions, et bien tout cela est devenu fort compliqué et on va d'ailleurs bientôt assister à un nouveau changement dans le domaine de la réglementation. Pierre Van Vliet. Oui, ben écoutez, je suis avec Alési, ou plutôt avec le casque de Jean Alési. Vous voyez, bonjour Jean. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit rien, il n'est pas là. Il ne veut pas parler, Jean. Vous savez, Jean, quand ça marche pas, eh bien, il n'est pas content, il est triste. Et il a abandonné, moteur cassé sur la Ferrari. Alors, il est là, mais il est enfermé dans sa caravane. Et il va partir un peu triste. Et il y a juste son casque qui est là et qui nous dit qu'il est triste. Alors, ce sera pour Magny-Cours dans 3 semaines. Oui, j'espère, Pierre. Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui, Jean, allez-y. Il est toujours très déçu, c'est vrai. Et puis, il sait très bien que dans ces moments-là, il aurait du mal à contrôler le fond de sa pensée et que peut-être ces mots la dépasseraient quelque peu et qu'il aurait aussi des problèmes avec la maison Ferrari, dont on sait que les commandes vont bientôt advenir à Jean Todt, qui en prendra la direction le 1er juillet. Je parle de la Scuderia Ferrari, bien entendu. Retour à la course avec Prost, Senna en 2e position, Schumacher 3e, 4e Demonil. Oui, Jean-Louis Bernardelli. Alors Jean Todt, vous connaissez bien, qu'est-ce qu'il vous a annoncé chez Ferrari là, déjà il a des idées sur la question, non? Non, Jean Todt ne nous a rien annoncé parce qu'il a dit que jusqu'au 30 juin, il appartiendrait à la maison Peugeot, que pour l'instant l'objectif de Peugeot c'était les bâtiments du Mans et qui sont la semaine prochaine, et que par conséquent on ne pourrait le faire parler qu'aux environs du 1er juillet. Et vous savez pourquoi? Puisque le 4 juillet c'est le Grand Prix de France à Magny-Cours et l'on verra pour la première fois Jean Todt avec sa chemise jaune frappée du cavallino rampante noir. 24 heures du Mans où iront 2 pilotes qui ont pris le départ de ce Grand Prix du Canada, puisque Philippe Alliot et Thierry Boutsen iront tout de suite après ce Grand Prix sur le grand circuit Manceau. Et on revient à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher. Et non, et là c'est maintenant Ayrton Senna, où il y a un petit peu de mélange dans tous nos écrans. Alors que Prost est toujours en tête dans le 45e tour de course et que Senna est en 2e position, Schumacher 3e, Hill 4e, Patrese 5, Berger 6, Brundle 7, Leto 8, Vanlinger 9, Comas 10, Fittipaldi 11, Herbert 12, Zanardi 13, Boutsen 14, Suzuki 15, Lecesari 16, Badoer 17, Warwick 18, Andretti 19e et Katayama fermant la marque à 4 tours en 20e position. Eric, pour un circuit qui demande énormément au moteur, on a largement dépassé la mi-course maintenant. On a toujours 20 voitures en course, hein, quand même, ça tient le coup. Oui, les moteurs sont de plus en plus fiables, de plus en plus performants et de plus en plus fiables. C'est tout à fait paradoxal, mais néanmoins vrai. Et je crois que tous les gens sont en train de travailler très fort pour l'année prochaine pour rendre ces moteurs encore beaucoup plus fiables, vu la nouvelle réglementation qui exigera un certain nombre de préparations limitées dans toute la saison de ces moteurs. Oui, bien sûr. Et puis l'électronique en moins, et cela, c'est un autre débat. C'est une sorte de guerre d'escarmouche qui va se jouer maintenant jusqu'à la fin de la saison entre la fédération et les constructeurs de Formule 1. Et par conséquent, on y fera quelquefois allusion, mais pas tout le temps, car la Formule 1, c'est autre chose. Quand surtout, vous voyez en ce moment, Comas, Christian Fittipaldi et Ayrton Senna. Et attention, Monsieur Fittipaldi, hier pendant la séance de qualification, vous avez eu une petite algarade avec votre grand compatriote Ayrton Senna. Ayrton Senna, il a juste effleuré une petite pichenette de la roue arrière pour lui montrer qu'on ne sortait pas des stands de façon aussi impudente. Un arrêt au stand d'une Benetton Ford. Pierre. Oui, c'est Patrese qui rentre avec un problème à l'aileron avant. Il a dû faire une touchette, Ricardo, avec le concurrent qui le précédait. Voilà la Benetton qui rentre. On va sans doute changer le museau de cette voiture. Mais pour Patrese, eh bien, c'en est fini de ses chances de marquer des points dans ce Grand Prix du Canada. Et je vois Eric Bernard qui jubile parce que Martin Brundle sur la Ligier Renault est en 6e position et en position donc de marquer un point. Eric est pilote essayeur chez Ligier Renault et bien sûr c'est toujours sympathique de travailler pour une écurie qui marque des points. Patrese est reparti, mais Patrese il est maintenant en 9e position et après cet arrêt il le sera encore un peu plus loin. Pour Patrese, ça marche pas toujours. Patrese qui lui aussi peut avoir envie de garder sa place chez Benetton parce que c'est une des écuries de pointe et donc il
il y a forcément beaucoup de demandes sur cette écurie. On dit toujours que les transferts se font en fin d'année. Eric, ça commence quand là? On commence à parler contrat dans les... vous qui êtes souvent dans les stands, dans les puits comme on dit ici, pardon. Non, c'est vrai que en Formule 1, tout ça discute toujours, mais je dirais qu'en termes de contrat, ça a tendance à se finaliser au mois de septembre. Souvent, le Grand Prix d'Italie à Monza est un petit peu un détonateur. Oui, alors qu'il est précédé du Grand Prix de Belgique où se signent les contrats et les annonces sont faites à Monza. C'est Enzo Ferrari qui avait donné cette habitude traditionnelle à la Formule 1. Et on revient là sur Ayrton Senna qui contrôle magnifiquement bien sa McLaren à moteur Ford. Ayrton Senna qui est à 11 secondes d'Alain Prost. Et pour l'instant, on est dans le 47e tour de ce Grand Prix du Canada qui en comporte 69. Prost, meilleur tour en course, vous l'avez vu, 1:22.192. Senna, lui, n'est plus très loin, n'est plus tellement protégé de Schumacher. 3 secondes et 181 millièmes. Il y a une forte bataille en ce moment, une forte course dans la course entre l'écurie McLaren Ford et l'écurie Benetton Ford qui dispose des moteurs officiels. Et on sait que Benetton fait les yeux doux à Renault pour avoir une Benetton Renault. Alors ça, je vous laisse faire toutes les spéculations que vous voulez à propos de ces différents échanges de moteurs. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est là Alain Prost qui est en train de revenir sur un peloton de concurrents retardataires. Et il va devoir se frayer un chemin sur ce circuit où on peut doubler en 2 endroits à peu près. Le freinage d'un bout et le freinage à l'autre bout, si je puis dire, Eric. Oui, c'est toujours un petit peu délicat de rattraper les gens, car des fois on est obligé de prendre la partie extérieure de la piste, la partie sale, on en revient toujours à la même chose, mais c'est souvent un petit peu annonciateur de problèmes. Et je pense que Alain a à cœur de doubler les gens le plus vite possible, néanmoins en préservant ses pneumatiques. Oui, alors que là, c'est, je pense, Derek Warwick qui résiste un petit peu, non mais qui se range. Derek est un gentleman. Et nous voilà de nouveau à bord de cette Williams Renault qui, je vous le rappelle, utilise pour la première fois en course l'accélérateur assisté, le fly-by-wire, comme on dit dans le jargon anglais de la Formule 1, c'est-à-dire quelque chose qui est assisté par l'électronique. Alain appuie avec son pied et c'est un ordinateur qui calcule, alors que Andrea De Cesaris, eh bien tiens, c'est l'équipier de Katayama. On sait que les Tyrrell à moteur Yamaha sont nerveuses, eh bien nous en avons la preuve. De Cesaris, lui, il est sorti pour le compte. Andrea, il était en 16e position, ce qui n'était pas vraiment très confortable. Et parce qu'il est encore moins maintenant, remarquez, oui. Là où il est. Il ne l'est plus, il n'est plus du tout dans le coup, alors que Katayama, lui, est toujours dernier, en 20e position. Mais enfin, il est en piste. Il est en chose qui devient de plus en plus rare pour ce garçon. Oui, on l'a vu, je le répète, 5 séances d'essai et le warm-up y compris, et 5 touchettes ou sorties de piste, bien sûr. Bon, vous parliez de moteur tout à l'heure, on a dit que Ron Dennis passait beaucoup de coups de téléphone chez Nissan en ce moment. Ça vaut quoi ça? Oui, c'est aussi. Alors il y a 2 choses possibles et je demanderai son avis à Eric Bernard. Il y a les spéculations et il y a les bouteillons, si je puis me permettre cette expression. Alors Nissan, c'est possible, mais enfin, de là à faire, alors que De Cesaris est en train de bien retirer son équipement, de la faire des telles spéculations, je ne le sais pas. Eric, vous avez des échos, vous? Vous savez, la Formule 1 est un jeu politique et c'est toujours difficile de savoir quel est le vrai du faux et le faux du vrai. Vous en sortez comme un politicien là. Il va falloir affiner un peu plus l'analyse, cher ami. Bon, Damon Hill, lui aussi dans le trafic, Hill gardant une 4e place éventuellement pour pouvoir peut-être espérer remonter sur Schumacher, mais enfin 8 secondes à 20 tours de la fin. Écoutez, Christian Fittipaldi pour l'instant lui il est en 10e position à 1 tour, ce qui veut dire que bien il va devoir concéder un nouveau tour à cette 2e Williams Renault. Il en a déjà concédé un à Alain Prost, ce qui signifie qu'il y a pour l'instant 9 voitures dans le même tour, et non, puisqu'Alain Prost il est déjà plus loin devant, il y a 6 voitures dans le même tour, 1 Prost, 2 Senna, 3 Schumacher, 4 Hill, 5 Berger et 6 Brundle, une Williams Renault, une McLaren Ford, une Benetton Ford, une 2e Williams Renault, une Ferrari et une Ligier Renault. Eric. On voit dans ces images Damon Hill qui a beaucoup de mal à doubler les attardés, et on voit toute la complexité de la Formule 1 où il est très difficile de doubler des gens, d'autant plus difficile quand les voitures
voitures sont très proches les unes des autres, car il y a des remous aérodynamiques, ce que nous appelons des remous, qui provoquent des pertes de charge sur la voiture, et c'est très très délicat de doubler en Formule 1. Oui, il y a, vous avez raison de le dire. Trafic, là, regardez ça. Oui, attention là. Les 4 de face dans l'épingle, mais pourquoi pas. Ça c'est, oh là, c'est chaud. Ça. Et vous voyez, tout le monde rentre dans l'ordre. Là, il y a, qu'est-ce qui se suit avec naturellement Jordan Hart, il y a Warwick aux prises avec Senna. Alors que Pierre, oui, vous êtes dans les stands, Pierre Mondelit? Oui, non, simplement, il y avait effectivement ce peloton. Je suis des images comme vous, Jean-Louis. Et Senna est un peu enferré dans ce groupe avec Boutsen et Warwick qui bataillent. Oui, Senna, remarquez, il était à 10 secondes d'Alain Prost. On va mesurer maintenant sur notre chronomètre combien de temps il peut avoir perdu. Eh bien, il est à 12 secondes, alors que Prost vient de signer un nouveau meilleur tour en course, une 21,744. Ce qui nous donne une moyenne de 195,8 km/h. Senna qui est à l'image sur la caméra embarquée. Je ne sais pas si vous le recevez ou pas, mais enfin en tout cas il y a effectivement grosse bagarre. On se retrouve dans quelques instants après la pub. Deuxième tour de course sur 69, on s'approche donc relativement de la fin, avec toujours en leader, et ce depuis pratiquement le début de la course, puisqu'il a été second pendant quelques tours. Ensuite il a pris le leadership et il y est resté. Il s'agit bien sûr il s'agit d'Alain Prost. Ça n'a rien d'évident d'ailleurs, parce que même quand on est très excellent pilote comme lui, il est à l'image en ce moment, même quand on est très bon pilote avec une excellente voiture, c'est pas forcément pour ça qu'on gagne des courses, et ça c'est pas Éric Bernard qui nous dira le contraire. Oui, Jean-Louis Bernardelli, attention ici. Et oui, la sanction pour la Ferrari. Un tour, et oui, ça c'est grave quand même pour Ferrari. C'est Williams Renault qui prend un tour. Ça c'est quand même. Ferrari en ce moment, ou bien il se prend au minimum un tour pendant un Grand Prix, ou bien il casse quoi. Ils en sont là. Écoutez, franchement, Eric. On a vu néanmoins les Ferrari un petit peu mieux en performance intrinsèque depuis ce début. Monaco. Depuis effectivement Monaco, il y a un léger mieux. Je ne sais pas si c'est le fait de nouveaux moteurs, si c'est le fait de Barnard qui se trouve dans l'écurie et qui a amélioré la voiture. Oui, Pierre Mondelit. Oui, mais chez Ferrari ici, eh bien, on prépare encore des pneumatiques pour Gerhard Berger. Donc il pourrait y avoir un deuxième arrêt pour changer de pneus, puisque on vient de sortir les pneus dans les couvertures chauffantes chez Ferrari. Ce sera peut-être le cas dans l'une ou l'autre écurie, mais probablement pas pour ce qui concerne les pilotes de pointe, bien entendu, parce que nous approchons maintenant de la fin de la course. Bien, oui. Ça voudrait dire quand même que l'ami d'Eric Thomas, M. Brundle, pourrait éventuellement prendre un place de mieux. Ça va plus mal. Et pourquoi pas, nous sommes dans le 53e tour de course, voilà, et même déjà le 54e pour Alain Prost. Et ce Grand Prix du Canada en comporte 69. Et il ne reste plus que 15 tours. 15 tours, on va voir bien sûr cette progression éventuelle de Martin Brundle. Mais on a remarqué que chez Ferrari, nous l'avons vu, les couvertures chauffantes étaient encore sur les pneus, et il serait étonnant qu'il y ait un arrêt catastrophe comme celui de Damon Hill tout à l'heure chez Williams. En tout cas, on va pouvoir le voir bientôt. Et on revient là sur la tête de la course avec Alain Prost et cette Williams Renault qui est de plus en plus sale, mais bon, ça c'est les raisons de la course et non celles de l'esthétique. Et là il a plus de visière là. Senna à ce stade de la course, il a plus de visière là. Senna, oui c'est possible qu'il ait tout arraché. En tout cas on l'a vu beaucoup essuyer, ça veut dire qu'il est au moins il les économise. C'est fort délicat en fin de course, car effectivement il n'y a plus de ce que nous appelons les tear-off, qui sont des petites visières qui se mettent sur la visière principale, et la vision devient de plus en plus difficile. Senna à 13 secondes et 852 millièmes du leader. Senna qui se tient en embuscade naturellement. Et du côté du cockpit de Prost, eh bien, on songe bien évidemment à la course, mais autour dans le stand Williams Renault, on doit songer que Alain Prost n'a jamais remporté ce Grand Prix du Canada et que ce serait une nouvelle consécration pour le pilote français, alors que Pierre, vous êtes avec Martin Brundle. Mark Blundell, si ce n'est lui, c'est donc son frère. Mark, you have been struggling with the handling of the Ligier all weekend, so what happened in the race? It's not been a very good weekend for me. Ça n'a pas été un très bon week-end pour moi. Ma voiture ne marche pas tout à fait comme j'aurais voulu. Les réglages, c'est pas ça non plus. And Martin Brundle is now back in the points for Ligier, so you are following the race till the end. Martin est dans les points. Bien sûr que j'espère qu'il va attraper quelques points. Il nous les faut. Good result
result for you in Magny-Cours, the French Grand Prix in 3 weeks time. Thank you, Marc. Magny-Cours avec des meilleurs résultats. Merci Pierre. Retour à la piste donc dans le 55e tour avec des écarts qui n'ont pas fondamentalement changé maintenant. Senna serait toujours second, Schumacher arriverait toujours troisième si nous ne changerons pas d'ordre d'ici là, et il n'y a pas de raison à moins d'incidents que ça change vraiment. Enfin, les incidents, ça peut arriver tout le temps. C'est bien ça l'un des problèmes de ce métier. En tout cas, Schumacher n'est pas revenu à la hauteur de Ayrton Senna. L'écart est de 4 secondes et 3 dixièmes. Il était de 3 secondes et 5 dixièmes tout à l'heure. Et oh, bah tiens. Ça rentre pas bien vite là. Ça, c'est pas 13. C'est pas 13 et ça rentre vraiment tout doucement. Ça arrête et à mon avis, c'est l'abandon. On va voir pourquoi avec Pierre Van Vliet. Et là, Schumacher, lui, est toujours en 3e position devant Damon Hill. Et il y a fort peu de chances que Damon Hill également puisse rattraper Schumacher. Il est à 10 secondes. Berger 5e, 6e, Brundle. Eric. Oui, nous voyons sur notre écran ce que les téléspectateurs ne peuvent pas voir, une bagarre en perspective entre Berger et Brundle. Brundle est revenu très fort sur Berger. Il est maintenant à 2 secondes et peut-être en position dans quelques tours d'attaquer Berger. Au profil de la 5e place. Alors que Wendlinger, lui en 7e position, mène un autre peloton avec son équipier Gigi Leto et puis Comas 9e et Fittipaldi 10e. Alors que là, on se retrouve à bord de la Benetton Ford de Michael Schumacher. Alors, dans le 54e tour, on voit, voilà, plein gaz. Voilà, moteur 12 000. Schumacher vient d'actionner ce que nous appelons l'auto-shift, c'est-à-dire la montée des vitesses automatiques. Et là, il va pouvoir se reposer un petit peu dans la portion de ligne droite, respirer, reprendre ses esprits, contrôler toutes ses températures et toutes ses indications. Alors qu'on a vu que le régime maximal était à 14 000 tours. Je crois que le Ford des Benetton, lui son régime c'est environ 13 008, peut-être 14 000 s'il y a un dispositif qui permet de temps en temps de passer un petit limiteur de régime. Oui, donc 200 tours de plus pour un dépassement un peu tendu, hein, ça arrive. Eric. Tout à fait, sur tous les moteurs maintenant nous avons une possibilité de remonter le limitateur de régime qui nous permet dans des circonstances un petit peu particulières de pouvoir doubler. Et ça on vous l'autorise combien de temps? Comme quand vous le faites, c'est vraiment quelques secondes. Il faut que ce soit fait de manière avec parcimonie. Eh bien voilà Schumacher qui me fait mentir. Meilleur tour en course, est-ce à dire qu'il passe à l'attaque? Et oui, il est à 3 secondes de Senna. Est-ce que ça veut dire qu'il sent les 10 derniers tours arriver et qu'il est temps maintenant de se décider? Eric, c'est une politique de course possible ça? Tout d'un coup d'attendre le 10 derniers tours et de faire vraiment le forcing, mais le forcing aussi visible que celui-là? C'est possible, nous avons Schumacher est souvent coutumier du fait d'attaquer très fort dans les fins de course et peut-être se sent-il libéré avec une voiture qui marche très bien, avec une voiture sur laquelle il a pu préserver ses pneumatiques, il va peut-être lui permettre de revenir sur Senna. Mais je pense que les deux voitures sont relativement proches et que ça lui sera très difficile. Alors que le classement s'affiche, oui, Pierre Van Vliet. Oui, eh bien, chez Benetton, à propos de Riccardo Patrese, et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est revenu au stand, il est sorti de la voiture complètement épuisé, complètement déshydraté. Riccardo Patrese, un peu plus tôt, il était rentré au stand pour changer le capot avant de sa voiture. Vous vous en souvenez, à la suite d'une petite touchette avec Wendlinger, mais là, il semblerait que Riccardo, le vétéran, eh bien, est succombé à la fatigue physique et à cette terrible chaleur qui règne sur Montréal aujourd'hui. Eh bien, figurez-vous que ça lui est déjà arrivé sur ce même circuit de Montréal à Riccardo. Et alors, ce que vous nous dites, Pierre, laisse à penser que Riccardo ne sera cependant pas le seul à être victime de la déshydratation. Et là, c'est tout un programme de conditions physiques, n'est-ce pas, Éric Bernard, qu'il faut respecter avant le départ d'un Grand Prix aussi difficile. Oui, mais généralement tous les pilotes qui sont en Formule 1 sont des sportifs accomplis par la nécessité des Formule 1 modernes sur lesquels il est très difficile de conduire. Mais sur ce type de circuit particulier qui est un circuit de type freinage, nous avons souvent des problèmes de voûte plantaire, d'échauffement de la voûte plantaire. Ça brûle. Ça brûle. Et Ayrton Senna qui a encore perdu un peu de terrain, 2 secondes et 5 dixièmes maintenant de Michael Schumacher qui l'a en vue. Oh là là là. Et quand on sait comment Schumacher a envie de terminer devant Senna, oui. On peut s'attendre à une fin de Grand Prix genre nerveuse. Alors, voilà. qu'est-ce qui va se passer? On est dans le 59e tour et il n'y a plus qu'une seconde et demie. Alors là, eh bien,
Schumacher, il est passé à l'attaque. Vous avez dit ça, Eric Bernard, il est coutumier du fait. Eh bien, il nous le prouve une nouvelle fois. Et le point là-bas, et oui, 1,5. Voilà, c'est écrit sur votre écran. Senna, Schumacher. Les deux hommes sont à 15 secondes d'Alain Prost. Le 4e est Damon Hill, le 5e Berger, le 6e Brundle, le 7e Wendlinger, le 8e Leto qui a un peu lâché prise. Alors ça peut nous apporter des modifications dans le classement, ça. On va voir comment Senna va ou ne va pas se laisser dépasser. L'écart c'est encore un peu réduit là. Oui. Même avec le fameux effet d'accordéon, je crois qu'il faut pas attentif. Eric. On voit visiblement sur les images de la caméra embarquée que Ayrton est probablement en délicatesse avec ses freins, car il y a un effet élastique, mais on voit effectivement que Michael remonte très fort sur toutes les phases de freinage sur Ayrton. Ah bien ici c'est la consommation qui est prioritaire sur ce circuit d'accélération-freinage. C'est également la motricité qui est prioritaire et bien sûr, nous l'avons dit dans Automoto, les freins. Et là, si Senna, il a eu sur un freinage tendu comme celui-ci, 2-3 surprises avec la pédale de frein qui tout d'un coup part au fond de la coque. Il faut pomper brutalement pour arrêter la voiture. C'est sûr qu'il est en train de ralentir sa cadence. Top pour Senna, top pour Schumacher. 9 dixièmes de seconde, de 4 secondes et demie. On est passé à 9 dixièmes. Et si les choses continuent en l'état, c'est la 3e marche du podium pour Ayrton Senna et non pas la 2e. Là, une chose est de le remonter, une autre chose est de le doubler. Surtout, c'est quand même Ayrton Senna qui l'a devant. Surtout qu'on est dans les 10 derniers tours de course maintenant exactement, puisque Prost est dans son 60e tour. 10 tours de la fin, voilà. Alors là on est en première loge, Senna, Schumacher. Là il y a la rivalité de tous les instants et de toute la période actuelle de cette Formule 1 avec la McLaren et la Benetton, les moteurs Ford que l'on se dispute et puis ces deux garçons qui ont déjà eu des mots ensemble et qui ne se pardonnent pas grand chose. Et vous savez pourquoi? C'est parce que avec un Prost succède toujours un Senna et à un Senna succède toujours un Schumacher et qu'il faut bien l'accepter. Ça c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Alors donc on en est là. Auquel nous rappellerons peut-être le mot de Léonard de Vinci, bien piètre l'élève qui ne dépasse pas un jour le maître. Et top. Donc c'est ça l'histoire. Depuis Léonard de Vinci. Et 9 dixièmes, mais je voudrais bien que les amis d'Alain Prost ne prennent pas cela comme une injure personnelle envers notre pilote national, car Alain lui aussi il est toujours là. Et il le prouve, il est en tête avec 14 secondes d'avance sur Senna et Schumacher que vous voyez ici en découdre. Et j'espère que s'il y a des actions, elles resteront sportives. Nous avons vu Schumacher remonter très fort sur Ayrton et maintenant être derrière, c'est dans la quasi-impossibilité de le doubler. C'est toujours le problème des voitures qui sont déventées et qui deviennent à ce moment-là fort délicates à piloter. Voilà, et bien il a employé le terme à la mode dont je voulais parler tout à l'heure. En ce moment, et oui effectivement, un pilote se dévente, c'est-à-dire que dans les turbulences de la voiture qui le précède, eh bien, il perd le contrôle du train avant, c'est cela? Il perd une grosse majorité de son appui aérodynamique qui est aspiré par la voiture de devant. La voiture devient complètement floue et il y a souvent de nombreuses sorties de piste. Alors là, il laisse un peu de marge, Michael Schumacher. On va mesurer maintenant, alors que nous sommes dans le 62e tour. Alors ça c'est un truc abominable parce que c'est justement au moment où on double qu'on a le plus besoin que la voiture soit totalement fiable. Une demi-seconde. C'est abominable parce que vous dites une demi-seconde. Une demi-seconde, c'est même plus 9 dixièmes, c'est 5 dixièmes, 560 millièmes. Alors dans ces conditions, il peut quand même essayer de doubler dans un virage extrêmement lent. Parce que là, le déventement ou le déventage, en tout cas le fait d'être déventé, le gêne moins, j'imagine, que dans une courbe rapide. C'est proportionnel au carré de la vitesse, effectivement. Merci mon cher Eric. Non, il ne peut pas le suivre de très près dans les courbes. En revanche, en ligne droite, il s'abrite derrière lui et il déboîte au dernier moment pour dépasser. Alors voilà qui va peut-être amener un peu de piment. Non, mais ça passe très bien. J'espère que Schumacher est passé. Oui, c'est très net. Senna, deuxième. Schumacher, troisième. Toujours pas de problème pour Prost. Hein. On signale quand même qu'il est devant ces deux jeunes garçons.
toujours leader alors qu'on est à moins de 10 tours de la fin de ce Grand Prix du Canada où il y a énormément de monde. Là, on le voit dans ces passages juste devant le pont Jacques-Cartier. C'est colossal ce qu'il y a comme monde. Ce qui est peut-être bien d'ailleurs, c'est parce qu'il y a le métro qui vient ici. Alors c'est relativement pratique. Non, je vais vous dire, contrairement à d'autres circuits dont on montait rondement. il n'y a pas que cela. Il y a surtout le fait que les organisateurs ont dénombré 50% de spectateurs américains, car vous savez que la Formule 1 ne va plus aux États-Unis et que la Formule 1 aux États-Unis c'est un must, il ne faut jamais l'oublier, et que les Américains de Détroit, de New York, même de Los Angeles sont prêts à faire des kilomètres, des milliers de kilomètres en avion pour voir un Grand Prix de Formule 1. Et on revient sur la course. Senna, Schumacher, ça c'est pratiquement bientôt du roue dans roue. Il l'a passé. Allez, et là c'est passé extrêmement vite. Surprise à l'extérieur. Alors ça, j'espère qu'on va revoir ça. Senna, je suis pas sûr qu'il repart franchement. Voilà. Bon. Ça, alors c'est même un coup de volant pour l'éviter. Ouh là là, c'était extrêmement fin. Extrêmement fin. Eh bien, abandon d'Ayrton Senna. Là, sur cette action-là, ce qui nous donnerait un Prost, 2 Schumacher, 3 Hill, 4 Berger. Regardez. Et c'est extrêmement trajectoire. C'est même Senna qui met le coup de volant. Bravo pour ce superbe réflexe. Oui, c'est très bien, Ah, mais attention, Senna. Voilà, on embarqué et on va voir la surprise de Schumacher juste au moment. Et ben là, on voit un tout petit coup de volant, mais c'est tout. Et voilà Senna dans sa voiture qui lève le bras et qui va aller se garer sur le bas-côté. Alors, le classement, eh bien, il est le suivant. 1 Prost, 2 Schumacher, 3 Damon Hill, 4 Berger, 5 Brundle, 6 Wendlinger. Eric Bernard, une question tout de suite. Est-ce qu'il a trop tiré sur son moteur? Non, j'ai l'impression que c'est peut-être pas une panne moteur. On a peut-être l'impression que c'est une panne de transmission. Oui. Et on a vu que le dépassement était très limite et c'est parti d'un très bon sentiment parce que je crois qu'Ayrton a laissé la place sur l'extérieur à passer à Schumacher et Michael s'était infiltré entre temps sur l'intérieur. Oui, en tout cas, bravo pour cette petite touche finale dans l'abandon de Senna, ce petit coup de volant pour éviter l'accrochage avec finalement un poursuivant immédiat qui était bien gênant sur bien des plans, hein, n'est-ce pas Jean-Louis Bernabelli? Grand pilote, grand seigneur, c'est tout ce que j'aurais à dire. Oui, bravo. Et voilà donc maintenant le deuxième actuel de ce Grand Prix du Canada, Michael Schumacher qui est à 17 secondes d'Alain Prost. On revoit la scène, elle est très belle. Et hop, ce petit coup de volant de Senna pour laisser la place. Bravo monsieur Senna, ça c'était un très grand geste sportif. Alors ça veut dire donc que Ayrton Senna ne marquera pas de points pendant ce Grand Prix du Canada. Et comme il en avait quelques-uns d'avance sur Alain Prost, ça veut dire qu'effectivement, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait arriver pratiquement à égalité au Grand Prix de France, on n'est pas loin là. Après ce Grand Prix du Canada et en tout cas après le Grand Prix de Monaco, Senna avait 42 points au championnat du monde, Prost 37 et Damon Hill 18. De 37 à 42, il y va 5 à la table d'édition. Bravo. Et pour l'instant, effectivement, ça nous donnerait cela, mais croisons les doigts, il reste encore 5 tours et au bout de 5 tours, eh bien, Prost sera ou ne sera pas le vainqueur de ce Grand Prix que pour l'instant, il n'a jamais gagné. Rappelons-le. Rappelons également que Mansell a failli gagner en 91, oui exactement, à 500 mètres de l'arrivée, sur une panne d'électronique et plutôt d'électricité. Eh bien, il est tombé en panne de transmission pour de bon et c'est Nelson Piquet qui a gagné. Nelson Piquet qui était sur Benetton Ford. Si je ne sais pas si vous voyez le rapprochement, un Prost sur Williams Renault, de Michael Schumacher sur Benetton Ford pour l'instant. Bon, enfin, qu'est-ce que tu voulais? Mansell avait aussi une sorte de spécialité de perdre des courses dans les derniers tours. On l'a vu dans une célèbre course américaine il n'y a encore pas très longtemps, alors qu'effectivement il était vraiment le plus rapide. Eric. Ceci ne peut pas arriver à Prost, nous sommes bien d'accord. Eric, les 4 derniers tours maintenant, je sais que la tradition veut qu'on dise qu'on est à l'écoute de tous les bruits. On regarde le moteur, on regarde les manomètres exactement. C'est vrai, mais je pense que Prost est serein, il a l'habitude de ce genre de choses. Il mène la course avec 15 secondes d'avance et je crois qu'effectivement, peut-être il doit être à l'écoute de tous ces bruits parce qu'une course n'est jamais finie, comme vient de le rappeler Jean-Louis. Oui, bien sûr, bien c'était en tout cas un bel hommage que vous lui rendez.
Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, chez McLaren, eh bien bon, les grands prix se suivent et ne se ressemblent pas. C'est une grosse déception ici, grosse malchance pour Ayrton Senna à 6 tours de la fin seulement de ce Grand Prix, avec une panne soudaine, une panne d'ordre électronique semble-t-il, parce que les ingénieurs se sont précipités sur les écrans de télémétrie et tout d'un coup, eh bien tout est découpé. Eh oui, et ce qui fait que McLaren pour l'instant n'a plus qu'une voiture, Pierre Van Vliet, et c'est celle de votre ami Michael Andretti qui est en 15e position et qui n'est pas justement en lieu et place de marquer quoi que ce soit en matière de points. Un Prost, 2 Schumacher, 3 Hill, 4 Berger, 5 Brundle, 6 Wendlinger, qui a pris le pas tout le week-end sur Gigi Leto, il faut bien le dire. Il y a un duel, j'espère très sportif, entre ces deux hommes au sein de l'écurie Sauber-Ilmor, et là, Wendlinger s'est imposé. Oui, on voit depuis le début de la saison, effectivement, les deux pilotes sont relativement proches l'un de l'autre et c'est souvent fort délicat à gérer car ça peut amener à des conflits. Oh, oui, bien sûr. Oh, Eric. Nous avons vu ça à Monaco entre Wendlinger et Leto. Oui, absolument, absolument. Nous avons vu cela également entre Zanardi et Herbert, mais ça s'est très bien passé entre les deux hommes. Nous sommes à 3 tours. Parce que dans les grosses écuries, on n'a jamais vu ça. Hein. Enfin, Sauber est déjà une grosse écurie d'ailleurs. Dans les grosses écuries, on voit jamais ça. Ils sont tous copains. Hein. Bon. Bien sûr, bien sûr. On revient. C'est un monde formidable. Dallas, c'est très loin d'ici. On revient à la course avec Alain Prost. Le voici devant vous sur vos écrans en tête de ce Grand Prix du Canada avec 14 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Michael Schumacher, le troisième étant Damon Hill, et on va suivre ces ultimes kilomètres, je crois, sur la Williams-Renault d'Alain, qui, on a pu le remarquer ici, est quand même très populaire au Canada. Oui, c'est assez logique. Vous n'oubliez pas que le Québec est à majorité d'ailleurs de langue française. Pas à totalité, hein. Il y a un tiers ici de gens de langue anglaise, mais enfin, c'est assez logique qu'ils aiment bien un pilote de langue française et qui surplus triple champion du monde, bon, qui est un pilote généreux de lui-même, et puis qui leur a dit d'ailleurs qu'il avait envie de le gagner, ce Grand Prix du Canada. Donc voilà. C'est logique, à 2 tours de la fin. 2 tours de la fin. Et vous allez voir ici un mauvais rappel. Voilà, c'est dans ce virage-là que Jean-Pierre Jabouille s'est cassé les 2 jambes, et ce qui a mis fin à sa carrière de pilote de Formule 1, car après ça, Jean-Pierre n'a plus la même mobilité dans les chevilles, ce qui l'a empêché de se livrer à son sport favori, mais il continue de conduire et au Mans et en production. On continue ici, c'est un ensemble de, je dirais, de pif-paf, de chicane. On est en 6e et puis on rétrograde en 3e. On sort du virage en 4e, 5e et 6e à nouveau. Ah, ça doit être des tours abominables, ça. Prost, et voilà l'épingle qui est en 2e. Ce sont avec le... Comme les dernières minutes d'un match de foot. Hein. Voilà, avec pourvu que ça tienne. Avec un bout d'un circuit à l'autre bout, eh bien, les 2 seuls et uniques virages sur le 2e rapport. Tout le reste, c'est 6e et 3 et 4 pour les chicanes ou les pif-paf, selon qu'ils sont plus ou moins fermés. Eric, c'est un circuit, bon, il y a beaucoup d'efforts, mais quand même, sur le plan du pilotage, c'est très spécial. Hein. Jean Alesi nous disait que ce ne sont pas des virages, ce sont des changements de cap. Et je crois qu'il faut préparer la voiture pour cela. Je crois que c'est ce que Prost a bien fait. Tout à fait, on voit Alain en train de complètement maîtriser son sujet dans les derniers tours. Il a énormément ralenti la cadence et effectivement, il est complètement serein sur ces images-là. 3 km du bonheur, d'après cette incrustation dernier tour que nous venons de voir sur l'écran. 3 km, donc maintenant un petit peu moins que ça. Alors Jean-Louis est déjà parti dans ses chiffres, dans ses calculs. Et oui, alors je regarde. D'abord, Eric a parlé de cadence. Et oui, le meilleur tour au cours, c'est celui de Michael Schumacher en 1:21,500 tourons. Et la cadence d'Alain, c'est de 1:24,7. Vous voyez qu'il assure très largement. Attention à ce dernier dépassement de Christian Fittipaldi. Oui, Prost livre ici son 190e Grand Prix. Et s'il arrive au bout de ce tour, ce que vous pensez bien, je lui souhaite, eh bien on lancera à 48 victoires en Grand Prix. Encore un record qu'on n'est pas prêt de battre, puisque si Senna a le record historique des pole positions, 61 pour l'instant, eh bien Alain Prost, lui, a le record historique des victoires, 47 pour l'instant. Et je le souhaite à notre ami Alain, 48. Maintenant, il reste combien de mètres?
Voilà, on est 500 à l'arrivée là, oui. 500 mètres. La dernière courbe devant les 500 mètres et je l'espère une victoire formidable pour Alain Prost. La voici. Bravo à Damier. Bravo notre ami Alain. Et voilà, ça y est, on y est pour cette 48e victoire pour le Français, triple champion du monde, avec un petit geste pour saluer le public. Et c'est Schumacher top qui passe en deuxième position. Et ce sera Damon Hill sur le podium, je l'espère aussi pour le jeune Damon. Les deux Williams Renault qui ont effectué la première ligne pour la 5e fois cette saison et qui se retrouvent toutes les deux sur le podium. Alors que nous allons bientôt revenir sur Damon Hill, le 3e homme de ce Grand Prix, le 4e étant, oui, le 4e étant Berger, le 5e Brundle qui marque 2 points, 2 points de plus pour l'écurie Ligier. Eric, je crois que c'est très bien parce que l'écurie Ligier travaille énormément depuis 3 semaines, 1 mois, a trouvé énormément de choses et je crois que c'était un très beau résultat et complètement mérité pour l'équipe. Avec une très belle mise au point, il faut le dire. Et puis Van Linger qui marque lui 1 point également au championnat du monde pour l'écurie Sauber-Ilmor. Voilà Prost qui salue. Prost qui n'aura pas le meilleur tour en course ici, je vous l'ai dit. Bon, ce ne sera pas la totale. Mais non, ce ne sera pas la totale. Mais enfin, si, là, je vous l'ai dit en début de ce reportage en direct avec nos amis de TF1. Il a 7 victoires successives. Il a 7 victoires successives. Alors, on nous dit que Gilles Pernet serait peut-être en liaison avec Alain Prost dans son tour d'honneur. Alain, est-ce que vous nous recevez vous êtes en direct sur TF1 ? Alors nous avons un petit problème technique là pour le moment. J'appelle Alain Prost. Alain Prost, est-ce que vous nous recevez? D'abord, fantastique victoire. Vous n'avez jamais gagné ici. Bravo. À vous, Alain. Alors pour le moment, on a un petit problème. Ok, on a un petit problème technique. Alain, est-ce que vous nous recevez? Vous êtes en direct sur TF1. Bravo pour cette victoire. À vous. Alors Alain est peut-être un peu loin petit peu loin encore de. Alors écoutez, je crois que Gilles Pernet a des problèmes pour Alain Prost, vous le recevez? Je crois qu'on a entendu quelques bribes de mots anglais, ça veut dire qu'Alain Prost était en discussion avec ses ingénieurs. Bien sûr. Et par conséquent, on en revient au classement final de ce Grand Prix. La première page, c'est 1 Prost, 2 Schumacher. Tu peux nous parler? 2 Schumacher, 3 Hill, 4 Berger, 5 Brundle, 6 Van Linger, 7 Leto, 8 Comas, 9 Fittipaldi, 10 Herbert, 11 Zanardi, 12 Boutsen, 13 Suzuki, 14 Andretti, 15 Badoer, 16 Warwick, 17 Katayama. Gilles Pernet, vous voulez nous dire un mot? Oui, absolument. Je viens d'avoir Alain Prost. Une petite seconde. Il me dit, attends une seconde que le moteur soit coupé. Donc si on peut patienter un tout petit peu. Voilà, Alain nous entend. Bonjour Alain, bravo, félicitations. Vous avez enfin triomphé au Canada. Donc faites-nous un résumé de cette course, de ce qui s'est passé à vous. Oui, c'est la première victoire ici. Mais bon, c'est surtout 10 points au championnat. Et bien entendu, comme Sénat ne finit pas, je prends la tête. Je crois que c'est ça l'essentiel. Les statistiques, la première victoire au Canada, c'est bien, c'est sympathique, mais c'est surtout de regagner une nouvelle fois. La première fois qu'on utilise l'accélérateur électronique sur le moteur, première victoire. Je crois que vraiment la voiture marchait parfaitement bien. Même si c'était un peu plus difficile que je l'aurais imaginé. On a vu une McLaren beaucoup plus fringante qu'aux essais. Mais malgré tout, vraiment, toute l'équipe a fait un travail fabuleux. Merci Alain. Alors vous avez fait la 7e pole, 7 poles dans la saison, c'est un nouveau record. Et on dit qu'on sent que vous êtes très épuisé. C'est très difficile avec cette chaleur, je présume, à vous. C'était beaucoup plus difficile que ce qu'on pensait. Peut-être la chaleur, mais ça a toujours été un circuit difficile à cause des freinages très longs. Et bon, on a tous un peu des crampes dans les pieds et même le pied gauche qui ne sert pas vraiment, c'est surtout le pied d'appui. Avec les bosses dans la ligne droite, on a une sorte de talonnade. Enfin, c'est très dur. Mais les voitures, les Formule 1 aujourd'hui sont très éprouvantes sur n'importe quel circuit. Bien là, bravo, vous arriverez donc en tête à Manicourt dans 3 semaines pour le Grand Prix de France. Et je pense que pour vous, ça sera quand même un peu plus confortable devant votre public d'être en tête. Bravo, merci beaucoup Alain. Merci Gilles, merci Alain. Nous nous retrouvons sur le podium après une toute petite page de pub.
Alors le classement du championnat du monde, c'est Prost 47 points, Senna 42 points, Hill 22 points, Schumacher 20 points. Pierre Van Vliet, c'est à vous. Oui, nous sommes dans les stands avec un des vainqueurs du jour, Bernard Dudot. Bernard, il y a 2 de vos pilotes sur le podium. Pour l'instant, Alain Prost et Damon Hill, 1er et 3e respectivement. Première victoire pour Alain au Canada. C'est pas la première pour Renault, pour Williams Renault. Mais première victoire avec ce fameux accélérateur électronique. Vous aviez des craintes à ce sujet ou vous étiez certain de la fiabilité? Vous savez que si nous l'avions mis en course, c'est que nous en étions sûrs. Nous l'avions éprouvé déjà en qualification à Monaco et nous avions fait de nombreux essais préalables sur voiture. Forte chaleur aujourd'hui à Montréal, Bernard, et belle démonstration de Renault encore. Oui, je crois qu'on avait des conditions de course qui n'étaient pas faciles au plan moteur. Il faisait très très chaud. On était haut en température partout, mais comme tout le monde, je crois. Mais ça a très bien marché. Alors effectivement, vous faites le break puisque Senna ne termine pas pour Alain. C'est évidemment carton plein avant d'arriver à Magny-Cours et ce Grand Prix de France, Bernard. Oui, on peut remarquer en passant quand même que Senna a fait une course magnifique. Mais enfin, je crois qu'elle était très largement contrôlée par Alain et que de toute façon, il n'y avait aucune possibilité, je crois, de revenir. Pour nous, ça nous met en position de force, c'est sûr, pour pas seulement le Grand Prix de France, mais je crois la série des Grands Prix qui va venir à partir du mois de juillet, où on arrive sur des circuits un peu rapides, où je pense tant la mécanique que la voiture doit bien s'exprimer. Merci, bravo à Bernard Dudot, bravo à Alain Prost, Damon Hill que vous avez à l'instant à l'image sur le podium de Montréal. Donc, pour la 3e place, monsieur Damon Hill, madame Léa Cousineau, président du comité exécutif de la ville de Montréal. Oui, alors, je n'ai pas d'image. Le podium donc avec Alain Prost, Schumacher et Hill qui dégustent du champagne d'une drôle de manière. Et maintenant nous allons voir le résumé de ce Grand Prix du Canada. Pour Alain Prost, c'est sa 48e victoire, mais avant cela, il y avait le départ. Un départ sous une température assez chaude, 35 degrés, pas d'orage, belle piste. Et on constate que Michael Andretti s'était lancé malheureusement des stands après le départ des autres, mais beaucoup plus tard, et un départ très très difficile puisque Ayrton Senna était en 8e position et allait faire une remontée absolument fantastique. Un coude à coude farouche dès le départ, on le voit ici, il passe premièrement une Benetton et va s'attaquer à la Ferrari. Coude à coude avec Jean Alesi, ça va être absolument super. Petit problème donc pour Ayrton Senna lors des essais, il est déjà au coude à coude, Jean Alesi n'en démord pas, ils vont rester comme ça, côte à côte pendant plus de 500 mètres et finalement Jean Alesi va laisser passer tout de même Ayrton Senna qui en quelques tours va passer de la 8e à la 3e place, c'est absolument fabuleux. Voilà, super action et c'est passé. Ensuite, c'est une bagarre entre Prost qui passe Hill et Schumacher sur Berger. Schumacher, l'Allemand, alors que malheureusement Barrichello devait abandonner au 10e tour. Ensuite, c'était une super bagarre devant, puisqu'Alain Prost passait Barrichello. Puis plus tard, c'est la sortie de Rundle, seule sortie en course, 16e tour, c'est une belle attaque. Alesi qui passe Gerhard Berger. Alesi que l'on croit partir vers une superbe place. Malheureusement, il allait connaître quelques petits problèmes. Et puis, les changements de pneumatiques. Malheureusement, donc, Jean Alesi devait abandonner, moteur cassé. Changement de pneumatique au 31e tour. Et là, c'est la catastrophe dans le stand Williams. Les secondes s'égrènent 16,93 alors que plutôt Berger avait ravitaillé en 5,05, puis c'est au tour de Senna au 32e tour. 5,42 pour Ayrton Senna. Alain Prost va lui aussi rentrer au stand, ce sera un peu plus long, mais beaucoup moins catastrophique. 8,34 pour Alain Prost qui conserve la tête, malheureusement. Pour Patrese, petite touchette, les moustaches sont cassées, endommagées. Il rentre au stand au 46e et devait abandonner au 55e tour. Au 63e, pardon, petit problème. Regardez bien, Schumacher est venu à moins d'une seconde et demie et puis d'un seul coup, il passe. Senna avec énormément de facilité, problème d'électronique. Schumacher est passé en 2e position. C'est l'abandon pour Ayrton Senna.
Et du même coup, c'est Alain Prost qui va récupérer la tête du classement du championnat du monde. Superbe donc, superbe victoire pour Alain Prost. 48e victoire en Grand Prix. Il avait déjà réalisé la 7e pole position de suite. Senna termine donc abandonné. Et Schumacher 2e, 3e Hill, 4e Berger, 5e Brundle. Messieurs, nous vous retrouvons tout de suite à Montréal pour l'arrivée fantastique de ce Grand Prix du Canada. Voilà dans le stand Ligier maintenant avec Cyril Davout, Éric Bernard aussi évidemment qui nous a rejoint. Cyril, 13 points pour Ligier, votre tableau de marche est respecté? Pour le moment, oui, il faut bien sûr continuer, mais la voiture a bien progressé et je crois que c'est satisfaisant surtout de voir qu'il y avait beaucoup de voitures à l'arrivée et qu'on est quand même 5e. Oui, vous étiez à la régulière devant les Sauber, quasiment en bagarre avec les Ferrari, Brundle et Berger en fin de course, c'est très encourageant. Tout à fait, et je crois que c'est vraiment dû au progrès de la voiture, au changement de l'aérodynamique complet qu'on a fait depuis Monaco et qui peut encore progresser. Je crois que pour le Grand Prix de France, on sera encore mieux. Magny-Cours, c'est votre jardin, alors vous espérez faire encore mieux qu'aujourd'hui, mieux que la 5e place? Ce que je voudrais surtout, c'est que les deux pilotes puissent arriver au bout une fois, parce que c'est jamais arrivé depuis le début de l'année et ça serait bien si c'était en France. Ok, Éric Bernard, Magny-Cours, c'est votre jardin aussi parce que c'est la piste d'essai évidemment de Ligier. Alors vous êtes les seuls à pouvoir faire des essais à Magny-Cours avant le Grand Prix de France. Est-ce que c'est un avantage éventuel pour la course? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe a énormément travaillé à Magny-Cours et que j'espère que ça pourra être un avantage pour cette course, parce qu'elle mérite énormément les résultats qu'elle obtient ces temps-ci. Alors même si vous n'êtes pas au volant à Magny-Cours, mais que les résultats suivent, Eric, ces résultats, ce seront quelque part un petit peu le fruit de votre travail. Oui, et puis surtout très content de l'équipe Ligier qui a énormément progressé et qui est sur une pente, enfin une montée ascendante plutôt. Voilà, allez les Bleus, Cocorico, c'est un beau mot de la fin pour ce Grand Prix du Canada. On se retrouve dans 3 semaines, vous savez, au Grand Prix de France à Magny-Cours avec toute l'équipe. Jean-Louis Moncet, Jean-Louis Bernardelli, un mot de conclusion peut-être. Oui, merci Pierre. La conclusion, elle sera sur cette superbe image que nous voyons de Montréal ici sur vos écrans et que j'espère que vous voyez sur vos écrans. Montréal, la belle Montréal qui est une ville tout en eau, tout en île, tout en sympathie, je vous l'ai dit en début d'émission, et qui nous a réservé un Grand Prix absolument extraordinaire cette fois-ci. Au revoir. Et puis non, nous avons un jeu avec notre partenaire et bien sûr avec ce jeu, et bien après quoi nous nous retrouverons pour le Grand Prix de France à Magny-Cours. C'est donc le 4 juillet. À vous, Paris.